La date du 31 mars 2019 avait été avancée par le gouvernement camerounais pour la livraison de tous les chantiers de la CAN. Aucun projet n'a été achevé à ce jour. Nous sommes le 2 avril 2019. Sommes-nous là dans un nouveau scandale? On se pose cette question ce matin avec acuité. Notre pays avait été choisi, souvenez-vous, en 2014 pour abriter cette compétition. C'est en raison des retards considérables enregistrés que le comité exécutif de la CAF décide donc de nous retirer l'organisation de la CAN 2019 et on voit très bien que des investissements colossaux ont été engagés pour au final n'avoir que dalle, nada, avec tout ce qui se passe à Japoma, à Olembe, à Garoua, à Bafoussam, à Limbe, le Cameroun qui se remet donc à ce mensonge d'État, qui se remet à ce fameux jour dit qui n'est jamais arrivé. Ils nous ont tous menti, la presse camerounaise depuis hier tire à boulet rouge sur un gouvernement qui ne cesse de ternir l'image de ce pays à travers des déclarations qui ne sont pas respectées, des promesses qui ne sont pas respectées. On ne peut pas continuer ainsi dans un pays normal, dans un pays qu'on veut sérieux. Madame, monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous renouveler comme vous le faites encore ce matin. Votre confiance sur Equinox Télévision 10-12, le zénith de ce mardi 2 avril 2019, alors que la tension du poisson d'avril retombe, on peut désormais le dire. Jean-Pierre Saad nous a vraiment quittés, il n'est plus là, l'homme d'affaires et surtout le promoteur culturel a été lâchement assassiné à son domicile à Bonabéry. Madame, monsieur, ce matin, nous rendons hommage à ce grand homme, nous rendons hommage à cet homme qui a donc mené de bout en bout son action pour la culture camerounaise. De nombreux artistes camerounais ont bénéficié de son sceau, de son onction pour établir leur belle carrière, leur richissime carrière. Donc on peut aujourd'hui le dire sans risque de se tromper, malgré toutes les rumeurs, malgré tout ce qui se dit autour de Jean-Pierre Saad, nous avons ce matin le devoir de respecter sa mémoire. Et bien sûr, tout le plateau est là, comme chaque matin. D'abord vous, monsieur Bachou Charlamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi Negou. Que la paix soit avec tous les téléspectateurs. 72 heures d'appel dès la sortie ou la publication de la première liste des personnes susceptibles de ne plus entrer aux États-Unis. 72 heures d'appel, voilà, on a émis, ils ont émis 72 heures d'appel entre le Cameroun et les États-Unis pour causer avec les enfants, pour vendre, mettre les maisons en vente, mettre les biens immobiliers en vente. Oui, les flux financiers ont baissé. À ce qui paraît, les enfants semblent être dans la dèche. Ne retirez plus l'argent, attendez un peu, laissez que la pression passe. Salut, messieurs les pilleurs de la République. Vous êtes suivis. Voilà, et quand vous faites allusion à ce volet financier, à ce flux financier, on ne peut pas ne pas relever ici les investissements colossaux liés à la CAN 2019. 1000 milliards de francs CFA, le Cameroun n'avait pas besoin d'investir 1000 milliards de francs CFA pour 3 semaines d'amusement, pour 3 semaines de plaisir. Alors, rappelez-vous qu'en 2016, c'était 550 milliards dans le budget. Oui, allez-y. C'est passé à 2000 milliards en 2017. Nous sommes à 3000 milliards, monsieur le proposeur. D'accord. Donc, pour dire qu'il y a beaucoup d'argent qui ont été donc détournés et pour l'instant, aucune lumière n'a été faite sur ces détournements, sur ces prévarications. Dans un gouvernement, dans un pays normal, on devrait mettre en tôle tous ceux qui, de près ou de loin, ont collaboré à cette grosse machinerie. Ça a trop duré, les Camerounais sont trop tolérants. Il ne faut pas abuser de notre patience. Les Camerounais ont trop patienté. Les Camerounais sont restés tranquilles. Mais là, ça commence à bien faire dans ce pays où les gens, les individus qui se parent des taux ministériels pensent normal qu'ils peuvent ainsi flouer les caisses de l'État impunément. Alors, on va continuer cette dynamique du plateau ce matin avec vous, Karine Sontia. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Eric Fopossi, bonjour aux téléspectateurs du 10-12 Le Zénith. Ce jour, en plein cœur de la ville de Yaoundé, dans la capitale politique, la localité de Namayos, le Premier ministre Joseph Dione Gouté va procéder à l'inauguration d'une nouvelle cimenterie. Bien que cette dernière produira environ 500 000 tonnes chaque année, comment le gouvernement a-t-il pu accepter un tel édifice en plein centre-ville dans le déni total des risques de pollution pour les populations environnantes? Et ce qui est encore plus grave d'ailleurs, c'est que ce sont encore des groupes étrangers qui viennent mettre, donc, comme vous le voyez, la main sur nos richesses nationales. Il faut désormais dans ce pays qu'on apprenne à confier de tels projets donc à des Camerounais. Et on voit très bien que là encore, la question de la pollution, les environnementalistes sont montés au créneau pour dénoncer donc ce projet en plein centre-ville. Donc c'est pas possible, c'est pas acceptable. Voilà, Karine Sontia, je tiens à le rappeler, on vous retrouve à 11h05. On va dire que vous serez évidemment dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Et bien pour ceux qui le regardent parfois, pour ceux qui le regardent à l'étranger en ce moment même, je rappelle que ils sont passés à l'heure d'été et beaucoup se plaignent que l'émission commence à retard. Non, c'est parce que nous avons à nouveau une heure d'avance, une heure de retard sur vous. Donc vous qui êtes en France, en Allemagne, partout, vous êtes passé à l'heure d'été dimanche dernier. Donc vous comprendrez que vous réglerez vos horaires pour retrouver, parce que désormais l'émission c'est entre 11h et 13h pour ceux qui sont donc à l'étranger et entre 10h et 12h pour ceux qui sont au Cameroun. À l'étranger précisément, pas à l'étranger pour ceux qui sont aux Amériques, mais pour ceux qui sont en Europe occidentale. Alors on va évidemment dire bonjour ce matin à vous, Bombok Bengan. Bonjour Monsieur Fopossi Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Bonjour surtout aux organisateurs de la conférence générale des anglophones. Ils ne démordent pas. Je vous salue. Je suis de votre avis. Les consultations continuent malgré le fait que le gouvernement ne veut pas de cette guerre. Mais vous, faut tenir bon. J'admire votre ténacité, votre perspicacité. Un jour, ça va donner. Voilà, on va démarrer l'émission de ce matin, madame, monsieur. Il est temps de commencer avec la première rubrique. Voici l'histoire du jour. Voici Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric. Bonjour monsieur Ngankam. Chef cuisinier dans un hôtel 8 étoiles de la place, du côté de Yaoundé. 8 étoiles? Il n'y a pas 8 étoiles. Tel que je vois l'hôtel là, c'est à peine si on a déjà 5 étoiles. Non, tel que je vois l'hôtel où il travaille là. Parce que j'ai vu les images de l'hôtel. J'ai vu les images, les vidéos de l'hôtel. Ça peut être 8 étoiles. Ce n'est pas au Cameroun. Si c'est 8 étoiles, ce n'est pas au Cameroun. Ça, Yaoundé. Il n'y a pas d'hôtel 8 étoiles au Cameroun. Même pas 7, même pas 6, même pas 4. Et 5 encore, je ne sais pas si 5. Parce que là encore, il faut voir. Hein. Ok, mettons 5 tel que j'ai vu. Voilà. Mettons 5. Monsieur Ngankam, chef cuisinier dans un hôtel de la place à Yaoundé, un grand hôtel. Ta femme dit qu'elle est fatiguée, que mieux vous vous séparez, elle se libère. Motif, elle est fatiguée de tes critiques concernant tout ce qu'elle prépare. Oui. Elle dit que son mari est tellement... Mais bon, il y a les mots, il y a un mot en français là comme elle dit. Elle dit que son mari est tellement... Que son mari est bizarre. Toujours en train de critiquer ce qu'elle prépare. Il est exigeant. Voilà, oui, voilà l'un des mots. Il est exigeant. Il est méticuleux, c'est ça? Méticuleux. Voilà. Méticuleux. Mais c'est mais non. Méticuleux. Ce n'est pas mi. Non, c'est méticuleux. Oui. Maman, l'école est bien. On apprend tous les jours. Oui. Méticuleux. Monsieur, tu es méticuleux. Vu ton comportement, elle dit qu'elle ne se sent plus en sécurité. Elle dit que chaque fois qu'elle prépare, quand monsieur goûte, il dit ouais. Combien de fois je t'ai dit qu'on ne met pas ci dans le légume sauté? Il faut plutôt mettre tel ingrédient, mettre tel condiment. Quand tu veux faire les crudités, ma chérie, ne découpe pas les carottes, fais plutôt comme ça sur les carottes. Les entrées là, fais plutôt comme ça. Ouais, le haricot, tu dois découper comme ça. Qu'elle prépare, même monsieur, tu es en train de critiquer. Même qu'elle dresse la table, il vient encore gâter tout. Oui. Même devant les gens, quand elle met, elle met tout le couvert, monsieur vient dire que non, c'est pas comme ça qu'on met les plats. Madame Claude met les plats comme ça.
ou tu mets de l'autre côté, fais plutôt comme ça. Elle se sent frustrée. Elle dit qu'elle ne sait pas comment gérer cette situation. Qu'elle est dépassée par le comportement de monsieur. Quand en temps normal, même quand elle ne connaît pas, il ne doit pas lui dire ça en public. Ou encore quand les gens viennent, quand elle met le couvert, elle met un verre comme ça, elle met les plats comme ça, il vient maintenant, il bouleverse tout. Il dit que on met le verre comme ça, on met le plat ici. Vous mangez, voici comment on arrête le couteau, voici comment on arrête la fourchette, voici comment on arrête la cuillère. Ma chérie, pour les tomates, si tu veux faire telle sauce, découpe plutôt les tomates comme ça. Découpe les tomates en dés. Le piment, pour faire le piment, fais plutôt comme ça. Donc elle dit qu'elle ne veut plus le comportement là. Maintenant, comment gérer un mari qui sait bien faire la cuisine? Oui. Comment gérer ses caprices? Est-ce qu'au nom de l'amour, on ne doit pas laisser marcher au rythme de monsieur? Ou encore on doit dire que laisse-moi faire ce que j'ai appris chez nous. Laisse-moi faire ce qu'on m'a appris chez nous ou encore dans mon village. Comment gérer ça? D'accord. Vous qui me regardez là, pardon, donnez les conseils à cette dame parce qu'elle dit que non, le comportement là la frustre. Elle risque de me demander le divorce. Parce qu'elle en a marre. Qu'il est exigeant. Donc, il impose des choses. Il est compliqué. Oui, même pour se curer les dents, monsieur lui dit comment on fait en public, qu'elle ne veut pas ça. Elle sait qu'au village, quand on voulait curer les dents, on faisait tchic, ça quittait. Il est en train de dire que bébé, pour faire curer les dents, il faut faire ça. Discrètement. Il faut faire ci. Elle dit qu'elle ne veut plus. Et s'il n'y a pas l'amour, tu n'as qu'à signaler. What tu dis lapi? Ok, non mais... What tu dis lapi? Non. C'est ton geste de comment se curer les dents. Oui, il dit que donc monsieur n'a pas le savoir-vivre. Elle dit qu'elle-même connaît à son savoir-vivre. Qu'il n'exagère pas. Oui. Que tu ne dois plus exagérer, papa. Voilà. Pardon. Arrange ton foyer. Parce que ton épouse ne se sent plus en sécurité. Et il continue. D'accord. Alors, il y a un terme, j'avais prévu une autre introduction, mais il y a un terme que tu as prononcé, Tendance, qui m'a fait faire un pas en arrière. Le terme divorce. Je pense que le terme divorce, je pense que les Camerounais sont un peu trop dans l'expression, dans l'emploi de ce terme-là. Pour un oui, pour un non, on parle de divorce. Arrêtons un peu quand même. Alors, ça prouve quelque chose, c'est que le mariage est devenu, on va le dire, le point de cristallisation de tous les conflits, de toutes les tensions. Hier encore, j'ai rencontré un pasteur d'une église réveillée avec qui j'ai eu un entretien de 15 minutes et il m'a fait des révélations quand même assez fracassantes. Il me dit que 95% des problèmes qu'il est amené à gérer au sein de son ministère à l'église sont liés au mariage. Donc il dit tous les problèmes qu'il est amené à régler au quotidien, tous ces problèmes sont liés au mariage. Il dit que le mariage cristallise toutes les tensions, toutes les complications qu'il peut y avoir entre les individus. Vous voyez un homme et un autre homme qui se bagarrent pour une situation. Si vous cherchez pas très loin, vous verrez qu'il y a une question du mariage qui tourne derrière. Et il s'en offusquait. D'ailleurs, il disait, mais comment se fait-il que le mariage qui, on le voit aujourd'hui, crée beaucoup de débats. Pour les uns, le mariage n'est pas une fin en soi. Pour les autres, on se bat tellement pour y arriver. Les gens vont chez les marabouts, chez Alamimbu, les gens vont à l'église, prient parce qu'ils veulent se marier. Comment peut-on en arriver à ce que ce mariage-là crée autant de problèmes? Donc voilà pour introduire et dire voilà donc un homme qui est marié, il est chef, c'est-à-dire que il a fait une formation pour donc gérer ces questions liées à la gastronomie, tout ce qu'il y a comme savoir-vivre et savoir-être, et aujourd'hui ça a une implication dans son mariage, dans son couple, dans sa famille, parce que il n'arrive pas à comprendre que sa femme ne soit pas au diapason de ce qu'il pourrait demander, donc l'exigence qu'il est en droit de demander. Alors je commence par vous, hein, Karine Sontia, dans l'histoire de ce matin pour dire ce qui choque dans l'histoire de ce matin, c'est cet homme qui croit être chef à tout instant de sa vie, même quand il est chez lui. Ben, il est chef de la famille, il est chef au travail, mais bon. Il est chef comme cuisinier, chef... Je pense qu'il y a une grosse confusion de rôle. Oui. Mais bon, je vais commencer par dire qu'on n'a pas besoin de divorce dans cette situation-là, et encore que cet homme est formé pour gérer des tables dans des restaurants, dans des cérémonies et autres, mais pas pour gérer sa table à lui, clairement. Moi aussi, j'ai eu à m'entretenir un jour avec un maître cuisinier, et ma première question était de savoir
Comment est-ce que vous arrivez à gérer votre foyer? Comment est-ce que vous arrivez à manger le plat de votre femme sans jamais apporter de critique? Il a dit, ce que ma femme prépare doit toujours avoir du goût pour moi. Rien à voir avec ce que je fais au travail. Mais il arrive que je lui fasse des plats. Ça, c'est, on commence par là. Oui, bien sûr. Pour déjà mettre sur pied un débat et dire aux hommes qui regardent et qui ont des talents de cuisinier, qui sont peut-être pas maîtres, mais qui pensent que leur talent leur donne le droit d'intimer, d'humilier leur femme en public, que cela est faux, archi faux. Parce que selon l'histoire des tendances, ce monsieur le fait même quand il est même en présence des invités. Et ça, c'est inacceptable. Nous sommes dans un couple où le monsieur a oublié qu'au travail, il le fait pour des gens qui payent pour son service. Et qu'à la maison, il le fait, il doit manger la nourriture de sa femme parce qu'il aime sa femme, parce que c'est la nourriture qui vient de sa cuisine. Il a épousé cette femme pour qu'elle fasse son bonheur à lui. Mais comment on arrive à ce qu'un monsieur transporte son travail à la maison? Il est boxeur. Parce que même les boxeurs, on leur demande de ne jamais pratiquer ce qu'ils font comme sport dans leur propre foyer. Vous voulez dire mais quoi? Ça veut dire que si ce monsieur était boxeur, merci pour cette image. catcheur, il aurait renvoyé cette action il aurait transformé son couple en ring de boxe. Voilà. Maintenant, il ne faut jamais, je dis bien jamais, pour les hommes qui nous regardent et qui ont soit des talents de cuisinier ou encore sont des chefs cuisiniers, que faut jamais renvoyer dans votre foyer les principes de votre cuisine au travail. Peut-être vous pouvez avoir des principes diététiques et autres. Ça, vous enseignez à votre femme que désormais, ne mangeons plus les additifs alimentaires. Je préfère que, voilà, pour notre santé, ça, c'est normal. Mais est-ce qu'une femme aussi, lorsque elle prend le risque ou lorsqu'elle s'engage sur la route d'épouser un maître cuisinier, elle doit quand même se dire que là, je dois faire des efforts, je dois quand même mettre au niveau, diapason. Nous ne sommes pas dans ce couple pour savoir si elle fait des efforts ou pas. Parce que c'est chaque fois qu'il fait des critiques. Ça veut dire que si il fait la critique sur telle chose, demain, elle prépare une autre nourriture, il fait une critique sur autre. Si les invités arrivent après-demain, elle dresse la table devant les invités, il dit tu as mal dressé la table. Alors, un autre jour, devant les enfants, il dit mais c'est quel genre de nourriture ça? Mais non! Non, il est en train de déconstruire tout son couple, c'est lui la femme maintenant. Pourquoi il ne se met pas à cuisiner, elle mange? Parce que là, ce sera facile. D'accord. Elle n'aura pas à critiquer. D'accord. Alors, Charles, je veux dire, quand on écoute la narration de Tendance ce matin, on a le sentiment d'être en face d'un homme qui ne se dépouille jamais de sa casquette, de son manteau, de son oripeau de maître cuisinier, et il est à chaque instant, on va dire qu'une des formations professionnelles, comme on dit parfois les journalistes, qui parfois dans des conversations se transforment parfois en journalistes dans les familles, il y a cette déformation professionnelle qui suit cet homme. Monsieur Eric Fopoussi, le roi Ngoulouré, 9e roi de la dynastie Bamou, de 1629 à 1672, soit 43 ans de règne. Vous avez dit le roi Ngoulouré. D'accord. Il fut approché par sa reine de femme qui lui demanda un jour: pourquoi toutes les fois qu'on te sert, tu ne poses jamais la question de savoir quelle de tes femmes a préparé? Tu ne distingues pas les repas, tu manges. Je veux bien savoir. Il a répondu à sa femme: je connais une seule chose, gouverner, gérer. Qui suis-je? Quand suis-je entré à la cuisine pour savoir comment allumer le feu? Monsieur Eric Fopoussi, Négou, les hommes n'entrent pas à la cuisine. L'homme n'entre pas à la cuisine. L'homme ne prépare pas. Le conseil que mon père me donnait, c'est le jour où tu te fâches contre ta femme, elle entre à la cuisine, sort. C'est le seul lieu où c'est la soute à munitions. La cuillère devient une arme. Le pilon devient une arme. Donc si ta femme entre à la cuisine à la colère, fuis. Combien d'hommes connaissent ce qui se passe dans leur cuisine, monsieur Eric Fopoussi? Donc j'estime là que c'est encore une déviance de l'occidentalisation, pousser les hommes à entrer à la cuisine. On rend l'homme efféminé à envoyer l'homme à la cuisine. Oui, c'est devenu une passion.
Mettez tout ce que vous voulez, c'est devenu un métier comme le Bentikin. Mettez. Donc, monsieur Eric Foposi, je vais raisonner là en occidentalisé. Je ne peux pas raisonner en bantou parce que pour les bantous, un homme n'entre pas à la cuisine. Il attend, ça le trouve. Même quand il est maître cuisinier. Même quand il est maître. Non, mais maître cuisinier. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas chez les bantous. Monsieur Eric Foposi. Je voulais vous l'entendre dire. Ça n'existe pas chez nous. Oui. À la différence que chez nous, il y avait le goûteur du roi. Oui. Il y avait le goûteur. C'est le défaut, je crois. Hein? Oui. Le défaut. C'est son rôle. Oui. C'est-à-dire, lorsque ça sort, on met d'abord devant lui. Il mange, il mange, il mange, il mange. Il dit c'est bon, ça peut aller. Il mange, ça peut aller. Ça retourne. C'est son rôle à la chefferie. Donc ça, c'était reconnu. Le rôle de l'homme goûter avant le roi. Donc, monsieur il faut pousser. Allez dire à une femme de soldat, ou passer à côté de la maison d'un soldat, vous allez entendre tous les jours la femme dire, ne crois pas qu'on est au camp ici, hein, tu ne parles pas à des subordonnés ici, hein, après à me parler. Ça. À force de jouer un rôle, on finit par incarner ce rôle. Oui. À passer à côté de la maison d'un journaliste. Nature, oui. Passer à côté de la maison d'un journaliste, d'un avocat. Vous allez entendre la femme dire que papa s'habille tout, tu connais tout. On ne peut rien te dire, tu connais tout. C'est les journalistes. C'est ça. Passer à côté de la maison, on n'y peut rien, c'est une déformation professionnelle. On n'y peut rien. Voilà. Dès que la femme dit que dès que je vais commencer, tu as déjà la réponse. Donc ça ne sert à rien que je discute. Un journaliste et avocat, on est fort là. L'autre, les enseignants. L'enseignant, même quand il mange, c'est la pédagogie. Vous faites tout, c'est la pédagogie, monsieur, il faut poser. Parfois, on voit des caméramans même qui dorment. Parfois, ils mangent, ils sont toujours en train d'arrêter les mains et croient qu'ils ont des instruments. Donc, à force de jouer un rôle, on finit par incarner ce rôle. Oui. Voilà donc ce qui arrive à ce monsieur. Il a l'impression qu'à tout moment, il travaille. Et Confucius le disait, choisissez le travail que vous aimez, choisissez le travail que vous aimez avec passion, vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Le voilà qui se retrouve à monsieur, il faut pousser chez lui. Travaille partout. À travailler. Il se retrouve à être dans son rôle. Lorsque la femme vient, il ne conçoit pas parce qu'il se dit que si on laisse, il commence à laisser les temps là, ça va le rattraper à son service. Autant mieux continuellement porter critique, mais il ne se rend pas compte qu'il affecte celle avec qui il vit. Madame, on ne met pas la fourchette à droite, on ne met pas la fourchette. Est-ce que nous, on connaissait la fourchette chez nous, les bantous, c'était les doigts. Dès qu'on pose là, c'est la main qui entre, on mange. Et ça a plus de goût avec la main qu'avec les instruments. D'ailleurs, on a plus d'appétit avec la main. Avec la main, avec tous les instruments occidentalisés. Donc voilà comment il se retrouve. Et je crois qu'elle devrait tout simplement le supporter. C'est une déformation professionnelle. Pas besoin de divorcer. Elle devrait, non, pas besoin de supporter. Tout ce qu'elle va faire, elle laisse les plats. Quand il arrive, elle dit, montre-moi comment je dois faire. Il dit, merci. Elle fait, et elle aussi, qu'elle retienne une fois pour toutes. Oh, qu'elle apprenne aussi, qu'elle se mette au niveau. Qu'elle prenne un cahier pour nous dire. Non, qu'elle se mette au diapason. Non, mais à un moment donné, quand même, qu'elle se mette au diapason. Vous savez, les femmes je vais un peu faire une extrapolation à la dernière actualité. Ouais. Quand vous êtes femme de président, on vous appelle madame la présidente. Donc on suppose que au moins sur 2-3 dossiers, votre mari vous a soufflé que bon, j'ai géré comme ça, vous pouvez au moins savoir comment il a géré. Voilà, je veux dire que voilà, il faut le savoir. Et puis quand même, je peux terminer en disant que les hommes apprennent que vraiment, monsieur, je ne connais pas critiquer le repas. Qu'il soit bon ou mauvais, je ne connais pas critiquer. Je mange. Oh, non, parce que, non, monsieur, il faut pousser. Dire ça, Charles, comment? Monsieur, il faut pousser. Je vous le dis. On a Mondo Vision. Je ne connais pas critiquer le repas. J'essaie d'avant que si j'arrive ici, peut-être elle prépare bien, elle peut préparer mal. Quand tu veux servir, je dis, même moi un peu. Ben, juste un peu. Oui. Je me bats à ce niveau. Mais porter critique. Parce que dans le fait, elle est allée au marché. Elle a fait les achats. Elle est rentrée. Elle s'est mise à préparer, éplucher, organiser, cuire, tous les jours, l'humeur. Et puis par amour aussi. Par amour, par affection, oui, par affection. Donc elle le fait. Il peut arriver que pendant qu'elle était, elle a laissé la marmite, elle pourrait nettoyer les couches, je ne sais pas moi, n'importe quoi. Elle nettoyait, ça a brûlé. Vous vous mettez à bavarder. Tout cela, vous ne comprenez. Donc vraiment, il ne faut jamais critiquer. Manger, ne mangez peut-être pas tout, mangez juste un peu pour faire comprendra plaisir. Que elle comprendra qu'il y a quelque chose et elle viendra vous dire, moi-même je sais que j'ai raté la maison, je sais que j'ai fait tort. D'accord, très bien. Alors, mais pour moi... Ça c'est bantou là. Non, mais puisqu'on parle d'espérance personnelle, le mot est ISAP, mais moi c'est connu, hein, quand je mange, quand je suis face à un repas, si j'ai beaucoup d'appétit, si je mange rapidement, ça veut dire que c'est bon. Si je commence à manger un peu en faisant... En mangeant de l'eau en même temps. Voilà, sachez que vraiment on est un peu merdé. Voilà, alors... Mais ça que de critiquer. Oui, c'est mieux ça que de critiquer.
expliqué en tout cas. Voilà. Alors, bon, sur l'histoire de ce matin, qu'est-ce que vous relevez? Beaucoup de choses et beaucoup d'incongruités. D'abord, je commence par votre pasteur. Dites-lui de démissionner de sa charge pastorale. Il ne sait pas que c'est l'Église qui a été la première institution qui participe au délitement de nos valeurs, les valeurs qui fondent la société africaine, notamment le mariage. Ils m'ont trouvé avec mes 4 épouses, m'ont évangélisé en m'en demandant de choisir une avec qui je vais prendre les sacrements. Et ça a créé des jalousies. Et aujourd'hui, vous avez l'impression que oui, les mariages polygamiques, vraiment, ça n'a jamais c'est ça. Alors que c'est eux qui parlent au nom de Jésus, là, qui ont apporté. Deuxième chose, non, le mot jamais n'existe pas. Le terme boxeur, oui. Que dites-vous à votre mari qui est chauffeur? Quand il arrive à la maison, s'il va laisser son épouse conduire n'importe comment? Non. Il y a ce qu'on appelle justement dans l'institution de mariage. Lorsque la femme arrive, elle doit apprendre. Charles Hamel a dit tout à l'heure, l'homme ne va pas à la cuisine, c'est vrai. L'homme ne va pas. Mais l'homme a commencé à aller à la cuisine avec l'occidentalisation. Ouais. Le haut commissaire arrive, il a besoin d'un boy. Voilà le boy. Et d'abord les Allemands qui ont commencé. Le boy, voilà. Ils ont commencé des choses comme ça. C'est-à-dire attribuer aux hommes les tâches qui ne sont pas les leurs, de par leurs valeurs culturelles. Quand il y a donc cette déformation... Mais il faut quand même dire que... je ne sais pas si c'est vrai, mais j'entends beaucoup ce discours-là. Hein. Il est dit que les hommes sont meilleurs à la cuisine que les femmes. Bon, je dis... Qui apprécie? Oui. Voilà. Qui apprécie? Voilà. Parce que c'est les autres. Je peux vous dire que quand mon père faisait un repas, le jour qu'il faisait ce repas-là, c'était particulièrement très bon. Voilà. Voilà. Moi, je n'en sais rien, mais je vous dis, cette attitude-là où l'homme est à la cuisine, c'est une attitude occidentalisée. Moi, mes garçons ne vont pas à la cuisine. Qu'ils vont épouser, qu'il y ait demain, les femmes vont je leur ai dit, vous n'irez pas. Vous n'entrez pas à la cuisine, vous les laissez faire. Elle ne veut pas restaurant, contentez-vous avec le gari, vous mangez, vous la sardine, vous venez. N'entrez pas à la cuisine. Donc en fait, ici, comme on est dans un environnement occidentalisé, c'est la femme qui doit faire l'effort de changer de logiciel. C'est vrai, comme ça la mère, les deux, ils ont tort. Mais comment s'accommoder? Vous ne pouvez pas demander à votre mari qui est chef cuisinier de ne pas... Parce que d'après l'histoire des tendances, ils ont des invités de marque qui arrivent. Voilà. Elle a bien commencé par dire hôtel 5 étoiles. Ça veut dire que qu'est-ce qui coûte à la femme de dire, mais moi je vois souvent 3-4 verres, je me sers à quoi tout ça? Voilà. Du verre de whisky ici, du champagne, là, de l'eau, là, le vin et tout. Vous avez 4 verres, là, ça me sert à quoi tout ça? Les étages des plats, c'est ici, comme j'ai besoin de tout ce qui... Attendez. Donc, c'est donc une école qui nécessite un certain nombre de choses, et c'est la femme qui doit. C'est trop compliqué. Donc, quand la femme doit donc changer de logiciel, c'est dire. Mais oui, qu'elle est à l'école. Et elle, qu'elle ne refuse pas, c'est ce que la mère a dit, je confirme. Qu'elle se dise que non. Demande comme mon mari, les invités sont souvent bêta, j'ai la souci ici. Voilà. Mais de reste, quand tu dis que non, gars, je vais faire un bongo, ne parle pas bien. Donc en fait. Non, mais je ne sais pas si. Je pose la question parce que ça m'est arrivé ainsi. Bon, je ne sais pas si. Dans ces écoles, on apprend les chefs cuisiniers 5 étoiles, 6 étoiles, 7 étoiles. Je ne sais pas si, quand on fait 7 étoiles, c'est-à-dire qu'on est au haut niveau de la connaissance de la bonne nourriture. Mais j'ai l'impression, quand je pars là-bas, quand je mange, que c'est pas bon. C'est pas bon. Je ne sais pas si c'est... C'est pas ça. L'appréciation est occidentalisée, n'est pas africaine. L'appréciation occidentalisée n'est pas africaine. Non, elle n'est pas africaine. Vous arrivez dans une réception comme ça, c'est plein d'hommes couronnés, de gros costards. Mais quand quelqu'un vous mangez, mais vous êtes fricassé de poulet à la milanaise, moi j'ai vu, je ne connais pas. Acheter les légumes et puis... Voilà, je n'en sais rien, mais je ne veux pas de ça. Fricassé de poulet à la tout ça là. Non, mais parfois... Mettez-moi toutes les pizzas du monde, ça ne va jamais égaler un bon plat de coquilles avec... Et par rapport à cela, on assiste souvent à des funérailles de nos jours où on fait la cuisine, il y en a qui fassent venir le service traiteur
traiteurs et oui. tous ou des tantes. Mais lorsque les personnes qui sont quittées de la ville arrivent au village, tout le monde va dans la tente de grand-mère, dans Oui. la cuisine des mamans. Voilà. Personne n'arrive à Oui. s'asseoir au service traiteur parce que là, Oui. on mange bien, mais c'est pas la même chose. Ok. Alors, Tendance va également réagir sur l'histoire de ce matin, sur cet homme maître cuisinier, Voilà. chef cuisinier. Oui. Hôtel 7 étoiles, 8 étoiles. Le piment que vous faites n'est pas bon. Votre piment n'est jamais bon dans ma bouche. Et je suis partie dans un hôtel où c'était combien d'étoiles. J'ai mangé les tiges de poireaux comme entrée. Je voulais aussi goûter. Ça fait me donner une maladie. J'ai eu les tiges de poireaux avec la sauce vinaigrette. Je dis que franchement, après, Et vous les voyez, et vous les voyez manger. Ta main. j'ai dit que les tiges de C'est- poireaux c'est- comme c'est entrée délicieux. carré. Ce que j'ai remarqué là-bas, maman, c'était seulement le maïs doux. Il y avait le maïs doux, haricot vert, avec les tiges de poireaux. Donc les tiges de poireaux qu'on avait découpées, où je croyais que c'était pour. Oui. Je suis là-bas arrivé, je voulais me vanter que, est-ce qu'il y a les crèmes roses? Je me suis vanté, non? Que les crèmes roses à Gochopam. J'ai tout, après, écoute, c'est même pas bon. Il dit que, Et mon tonton qui m'avait invité m'a dit que, ouais, tu peux te servir autant de fois que tu peux. Donc même si tu ne m'as pas mis de côté, tu prends autre chose. J'arrive aussi, on avait écrit sauce fraîche. Vous avez quoi là? La sauce la fraîche, ou c'est sauce fraîche. Complément plantain demi-mûr avec un peu de riz. Je croyais que la sauce devait être fraîche. J'ai goûté la sauce, ça n'avait pas de goût. On a dit que la sauce Non, fraîche. ils vont Tu vois, te dire- les ils vont te dire que le goût est délicat. Parce que vous On savez avait comment- dit que ils ont sauce des fraîche à mots peau. pour clairement Les papilles, vraiment, des papilles. c'est- il faut avoir. Oui. On te dit la sauce fraîche à quoi avait fait quoi? Je croyais qu'elle devait goûter là. Ça devait être un peu glacé. Rien. Mon beau, papa, vous aimez trop les sous-problèmes. Je reviens par rapport au cas de. Oui, mais c'est le chef cuisinier. Papa, le chef de monsieur Nganka. Pardon. Cesse de frustrer ton épouse. Oui. Tu peux être à la maison avec une femme, tu lui dis, voici comment on ouvre le vin. Voici le verre à vin. Voilà le verre de whisky. Voilà le verre d'eau. Voilà le verre pour le jus de follerie. Pourtant, ça rentre sur la même place. Non, mais ça par contre, il faut Ça, savoir. il peut. Non. Parce qu'on ne peut pas connaître la personne chez vous. Je veux pas Mais connaître de la manière différence. vraiment posée, c'est pas. Oh. Non, mais sauf que c'est pas- les je veux pas connaître la invités des différence. marques qui vont rentrer ont dit il y a une femme boutoukou là-bas. Voilà, ouais. Je veux pas Ça, connaître par la contre, différence. ça, par contre, il faut Mais pas savoir. devant les gens. Moi, Oui, je ne veux oui. pas connaître la différence. Oui, de tout si ça. elle- si Parce elle que a ça la passe tête sur la dure. même place. Elle n'a pas la tête dure. De deux. Non, il y a les femmes qui ont la tête dure. Une comme moi, c'est comme si elle a le trou sur ma tête. Parce que pour retenir, c'est dur. De deux. Si tu vois que madame. Maintenant, si madame lui dit que ouais, bé, la prochaine fois tu prépares, il va dire que c'est un manque de respect. Parce que c'est trop de pression. Ou soit encore, la prochaine fois tu repars dans ton hôtel 8 à 9 étoiles. Invite-moi, je viens voir. Non, même pas qu'elle vienne voir. Tu emballes. Je vais t'acheter les gamelles ou les plastiques noirs. Toutes les femmes emballent. Elle veut dire que ouais, bé, quand tu pars là-bas, pardon, emballe, tu viens, tout le monde mange. C'est pas qu'elle veut vivre, je suis mariée, au lieu de prendre le pot et maigrir, non. Soit tu recrutes une bonne, elle prépare tout ce qu'on aime, moi, je m'assois et mange. Vous savez comment tout le marché qu'on va acheter la nature. D'abord que le marché est son mari, dur, c'est mais- plus que c'est le marché. Elle connaît Non, le mais prix. Elle apprend tendance. On est dans Eh, le maman, foyer. papa, Tu as tout dit le que marché, tu as les tu es vertiges. maman jujubre. Eh, Il mais faut oui. consolider les couples. Demande à ta copine d'apprendre auprès de son mari. Chalamel l'a dit, d'apprendre simplement. Et de demander à son mari que non, il y a des mecs qu'il faut laisser. D'ailleurs, Laisse-moi faire. et ça Maintenant, pose, quand il y a des et ça- grands et ça invités, pose voilà. un réel problème, Chalamel. D'ailleurs, je vous C'est rejoins. pas- Il doit me- est inadmissible que vous ayez une femme qui ne s'intéresse pas un peu à ce que vous faites. Hein. Il doit me répéter. C'est clair. Ah C'est-à-dire oui, que oui, vous avez une femme, Ah oui. vous êtes comme bon Bengan, vous avez la connaissance en histoire, tout ça, et votre femme ne sait rien de Les rien. femmes ne connaissent pas tout. Voilà. Certaines femmes. Ah, dit c'est pour lui là. C'est Il y a des femmes qui ont la Pour tête lui, c'est dure. pour lui là-bas. Monsieur, Il y a il des faut femmes, on poser- avait chez quelqu'un. Oui, Monsieur, oui. il faut poser- Vous, vous C'est avez bon chez que quelqu'un. la femme ne s'intéresse pas aux affaires de son mari. Non, pas s'intéresser aux affaires, mais au moins savoir deux, trois choses. Oui, bon, oui, là, je peux vous accorder là le Mais bénéfice cette femme, du c'est- doute. Mais j'ai quand même envie Ouais. d'interroger la façon. Il y a deux choses, monsieur Lifopoussi. Quand vous voulez épouser une femme, la première chose que vous devez chercher à voir, c'est le village de cette femme. Ouais. Oui, absolument. La première chose, le village de cette femme. Oui. Et la deuxième, goûter le repas de cette femme. Si vous n'avez su apprécier ces repas, vous l'épousez pourquoi, monsieur Lifopoussi? Je vais vous dire que moi particulièrement, mon critère d'appréciation de la femme, c'est le piment. Une femme qui ne sait pas faire le piment n'est pas digne d'être ma épousée. Chalamel, vous voulez. Non, il- Je vous dis qu'une femme, monsieur Eric Fopoussi, entrer dans 20 maisons, la femme qui sait faire le piment, C'est une bonne femme. son mari ne sort pas.
La femme qui sait faire le piment, son mari ne sort pas. C'est vous qui connaissez. Et parlant du piment, c'est un truc qu'on ne doit même pas rire. Ce n'est pas bon à rire parce qu'il y a les hommes qui mangent que les bourratifs dans leur foyer. Tu vois un homme, il est costaud comme ça, pourtant c'est les bourratifs qui mangent. Il y a les femmes à nos jours qui font le piment et même la tomate. J'espère que c'est pas. Non, c'est pas un statut ciblé sur ce plateau. non, même pas ça. Ce n'est pas ça, Eric. Oui. Il y a les femmes qui ne savent rien faire. Tu vois une femme qui te fait le piment, peut-être le piment pour la maison, elle te ramasse la tomate et même les condiments. Elle met les condiments. Tu mets les condiments avec c'est ce qu'on faisait au village, maman. Le sel. C'est ce qu'on faisait au village. C'est pas le piment. Une femme qui met le poivre blanc, le poireau, le persil, vaseline, céleri, dans le piment et un peu de tomate. On t'a dit que c'est la sauce piment. Ou c'est la sauce pimentée. D'accord. Et quand on mange, ça n'a pas le goût. Demain, tu vois un homme qui prend le pot. On va arrêter. On va Après, arrêter. tu vas dire que tu es marié. On va arrêter là. Très bien. On va lire quelques messages de nos téléspectateurs, messages envoyés par leurs soins pour avoir le pool des tendances, des opinions. Karine Santia. L'homme pense bien faire, mais il gâte tout. C'est Balkis depuis Bonabéry qui nous écrit. Un autre message. Cette femme est juste paresseuse. Elle ne veut pas apprendre de son mari chef cuisinier. Oui. Notre message, au moins son homme l'enseigne, donc à elle de profiter. Ce qui est sûr, au lit il ne peut pas te dépasser. Surtout ne divorce pas. Et si jamais ça arrive, je dirais tout simplement que quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Gutenberg, Jojo de Douala. Un autre message, la restauration avec tout ce qu'elle comporte, est une école et exige d'une femme qui ne s'est jamais rendue dans cette école de la pratiquer dans les règles de l'art. C'est un peu trop. Et exiger, voilà, d'une femme qui ne s'est jamais rendue dans cette école de la pratiquer dans les règles de l'art est un peu trop lui demander. Le monsieur peut lui apprendre progressivement et pas en présence des invités. Il peut inclure dans son programme un temps pendant lequel il va apprendre toutes ces techniques à son épouse. Et son épouse doit simplement le comprendre et avoir la volonté d'apprendre et de s'améliorer pour l'épanouissement de son foyer et pour faire plaisir à son mari. C'est Daniel Thiam Aekounou depuis Yaoundé. D'accord. Qui nous écrit. Notre message, la femme doit tout faire pour satisfaire son mari. Elle a la tête dure, sinon elle devrait mettre en pratique les enseignements de son mari. Le mien est très exigeant, mais je suis à la page. Claudia Abouem de Ndorpassi. Merci Claudia. Notre message, juste dire aussi, cette femme qu'elle n'a pas besoin de divorce. Elle doit juste faire savoir à son époux qu'il n'est pas bien de reprocher en public. Flore. On va lire un dernier message. Oui. Il est chef, c'est pour lui-même. Si sa femme fait du poto-poto, il doit seulement manger. Il ne veut pas, il mange au travail. Vraiment. Voilà des attitudes et des réponses d'une femme. Voilà. Ça, c'est pas pour consolider. En tout cas, c'est un message pour détruire, on comprend. Voilà. On se rend compte, évidemment. Madame, monsieur, restez avec nous sur Equinox. La suite du 10-12, le Zénith. Je m'interroge ce jour sur la question de la demande de rançon dans la crise anglophone au Cameroun. Depuis quelques mois aujourd'hui, quelques années, on parle de kidnapping, enlèvement, demande de rançon, paiement de rançon, négociation, discussion, libération, réception au palais de l'unité. Qui sont les preneurs d'otages dans ce pays? Quelle est l'identité des négociateurs? Comment les négociateurs sont-ils en contact avec les ravisseurs? Les sécessionnistes anglophones ont-ils fait tomber le masque?
Sont-ils des terroristes qui profitent de la crise dite anglophone pour doper leur compte en banque? Point d'interrogation. À qui profitent les différentes rançons versées depuis le début des kidnappings dans ce pays? Comment comprendre le durcissement de ton qui ne cesse de monter malgré les injonctions du gouvernement? Comment comprendre le fait que les enlèvements ne cessent de se multiplier? Comment comprendre que les rapts dans le nord-ouest et le sud-ouest se soldent par le paiement de millions de francs CFA, mais personne n'avoue avoir payé? On enlève tout le monde, on s'en fout. D'ailleurs, on sait qu'on va payer la rançon. On en parle tout le temps, mais on ne la voit jamais. Pourtant, elle est versée dans la quasi-totalité des enlèvements. Des représentants de l'État, des épouses des responsables de l'État, des étrangers ou encore des Camerounais au mauvais endroit, au mauvais moment, on enlève, on exige, on paye et on libère. Savez-vous que depuis le déclenchement de la crise, au moins 50 personnes ont été enlevées? S'agit-il d'escrocs ou réellement de militants de la cause séparatiste? Comment comprendre qu'au-delà des chefs traditionnels, elle vise aussi les opérateurs économiques? Savez-vous qu'ils sont nombreux, les opérateurs qui payent pour leur famille et pour leur business? Un cacaoculteur avait déclaré avoir payé la somme d'1 million de francs CFA pour que sa vie soit épargnée, pas une, pas deux fois. Savez-vous qu'il y a plusieurs types d'enlèvements en ces jours et de paiement de rançons? Vous avez celles dans lesquelles les séparatistes ou les terroristes ne préviennent que la famille du kidnappé pour gagner 20 000, 30 000, 100 000, 1 million et plus. Comment comprendre que depuis le paiement de ces rançons, jamais le gouvernement camerounais n'a mis la main sur les coupables, alors que la réalité dans les films nous démontre qu'on ne fuit jamais avec l'argent de l'État? Comment comprendre qu'avec tout l'équipement high-tech, la logistique militaire que possède le gouvernement camerounais, on n'a jamais réussi à localiser les kidnappeurs, les drones et tout engin dont on dispose, on n'a pas pu localiser, même en termes de traçabilité, lorsqu'on sait qu'on utilise de moult voies. C'est étrange. Les kidnappeurs utilisent majoritairement le mobile money, permettez-moi l'expression, comme mode de paiement. Donc, via des numéros de téléphone identifiés et identifiables. Finalement, pour qui roulent ces gens? Alors, l'actualité camerounaise vibre au rythme de nouvelles d'enlèvement des personnalités autorités dans les régions anglophones et des publications de vidéos mettant en scène les otages. Une analyse froide de la situation dévoile progressivement des relents de conspiration. Rappelons-nous que tout avait commencé en mars 2018 avec l'enlèvement du président du conseil d'administration du DCE Board, Aevo Leketambo, aujourd'hui en exil, et de plusieurs dizaines de personnes qui se rendaient à une réunion du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. L'enlèvement s'est déroulé à Alou, dans la région du sud-ouest. Ont-ils payé? N'ont-ils pas payé? Les chiffres avaient quand même été donnés. La même demande de rançon avait été formulée pour la libération du délégué régional du ministère des Affaires sociales pour le Nord-Ouest. Ils avaient demandé le versement d'une rançon dépensant des dizaines de millions de francs CFA. Le cas le plus récent est celui de 20 étudiants de l'université de Boya, enlevés dans la journée du 20 mars et libérés 24 heures après. Ces joueurs de l'équipe de football ont été remis en liberté après paiement d'une rançon dont le montant exact n'a pas été communiqué. Rappelons-nous que les responsables des établissements, pour la plupart confessionnels, disaient n'avoir payé ou versé aucune rançon pour la libération de leurs élèves et enseignements, même si la réalité semblait dire faire ou alors semble être loin de cette déclaration publique. Le phénomène d'enlèvement en libération contre rançon consacre désormais le glissement de la crise de revendications sécessionnistes vers le grand banditisme. Ayons donc souvenir, enfin qu'en avril, Boko Haram avait relâché la famille Moulin-Fournier contre 5,1 millions d'euros. Qui avait payé? Qui avait négocié? Qui avait porté la mallette? Qui était allé remettre? Comment est-ce que
Les commissions avaient-elles été partagées? Dans tous les cas, au Cameroun, la demande de rançon poursuit son chemin. Nouveau business. Et on le voit très bien, c'est une machinerie, c'est une industrie qui s'est créée autour de la guerre, autour d'un conflit, et c'est bien cela l'une des ramifications que nous pouvons dénoncer ce matin. Rappelez-vous également que quand faisait rage, quand battait son plein la crise avec Boko Haram, le terrorisme à l'extrême nord, il y avait également ce phénomène d'enlèvement, la famille Moulin-Fournier, vous vous rappelez, le père Georges Van de Broche et tous les autres. Donc on voit très bien que là, et ce qui est intéressant de noter, c'est que les États dans le monde ont parfois un langage, un discours officiel qui tranche complètement avec ce qui est fait en back-office. On dit parfois, on dit toujours, on ne négocie pas avec les terroristes. C'est dit partout aux États-Unis, en France, dans tous les pays. L'État du Cameroun ne négocie pas avec les terroristes. C'est dit comme ça, mais on voit pourtant que en backstage, il y a des manœuvres qui sont faites, il y a des intermédiaires, il y a des gens qui sont mandatés pour rencontrer ceux qui font des rançons. Donc voilà un cas patent qui montre bien qu'il y a clairement une industrie et une machination, une machinerie qui se crée autour des foyers d'insécurité, autour des conflits armés, et on le voit désormais avec la crise anglophone où il y a des enlèvements. Je me réajouter le cas du coach Doumbé Bosso qui a lui aussi été enlevé et puis relâché. A-t-il été relâché par le truchement du paiement d'une rançon? Ça, on ne le dira jamais, mais toujours est-il que nos familles donc souffrent de cela et sont réduites au silence parce qu'elles ne peuvent pas dire à qui elles ont payé, parce qu'il y a aussi parfois derrière des représailles. Alors bon, Bengan, la question que je vous pose, c'est comment vous lisez, vous appréciez cette situation? Non, on ne peut pas justifier ce qui est mauvais. Donc nous sommes dans une guerre, on tue les gens et d'autres personnes forment et entretiennent ce que vous avez appelé l'industrie de la guerre. Ça existe depuis les années 70, quand le terrorisme a commencé, ça existe malheureusement. Le problème, vous l'avez relevé et je vais appuyer, c'est que pourquoi les États pensent qu'il ne faut pas dire la vérité aux populations? Qu'est-ce qu'ils gèrent? Est-ce qu'en disant qu'on ne négocie pas avec les terroristes et tout le monde sait que vous êtes en train de négocier, ça met plus l'État à terre ou debout? Je n'en sais rien. Toujours est-il que vous avez d'ailleurs bien fait, Charles Lamel aussi, de prendre comme exemple ce qui s'est passé avec Boko Haram, pour qu'on se rende compte aujourd'hui qu'en fait, qu'on le dise ou pas publiquement, il y a la rançon. On a des indices qui montrent que la rançon est généralement payée pendant quand on procède aux enlèvements dans le nord-ouest et le sud-ouest. Parce qu'à l'époque, il y a, je pense, le négociateur en chef dans la crise de Boko Haram est décédé dernièrement. Quel est décédé, le député? Voilà, dernièrement. Donc, je pense qu'il faut le dire clairement. Il faut le dire clairement. Et cette culture de tête française que nous avons prise avait atteint même en France avec le ministère de l'Intérieur, Charles Pasqua, où un groupe de terroristes est arrivé en France, posait les bombes partout. Quand il a dit, je ne négocie pas avec les terroristes, je vais terroriser les terroristes. Le lendemain, une bombe a explosé au ministère de l'Intérieur où il était et menaçait d'exploser à la Tour Eiffel et à la mairie de Paris. Bon, toujours est-il qu'à un moment donné, bon, ça a été, mais les informations concordantes ont dit qu'ils étaient obligés de négocier, de la même manière avec la crise dans le Sahel. Donc, ici chez nous, il vaut peut-être mieux le dire, parce que la famille comme le directeur de l'office du DCE, voilà, la famille a dit non, laissez-nous gérer. Nous, on ne veut pas perdre notre membre de famille. Ils ont même caché à l'État et voilà, ils ont dit que non, nous on va gérer. Alors, la question que l'on se pose et qu'on pose avec acuité, c'est que au regard de l'enlisement du conflit, de la situation, du fait qu'on ne batte pas, qu'on ne mène pas la guerre jusqu'à son terme,
fait en sorte qu'il peut naître un climat de suspicion. Parce que ce qui est certain, c'est que si on paye des rançons, on sait à qui on les paye. On sait qui sont en face et on peut directement aller les débusquer pour mettre un terme à la guerre. Oui, absolument. Oui. Absolument. C'est pour ça que je me suis interrogé tout à l'heure. Pourquoi les États cachent-ils à leur population qu'ils sont en train de négocier? Alors qu'en Colombie, on a vu, le gars dit non, je négocie. Je négocie avec les FARC. Avec les FARC. Oui. Et ça a été les deux groupes ont eu d'ailleurs un prix Nobel de la paix. Pourquoi de cacher cela? Donc il faudrait, même en 1979, lorsque cette crise a éclaté, avec le Cameroun Anglophone Movement, le camp qui ont jeté Tchak et tout, Aïdjou a négocié pour que les gens comme Wangoumne, par exemple, aillent en Suède. Il est décédé il y a 2-3 ans peut-être. Et ils sont partis. On a dû négocier parce que ce qui importe chez nous, c'est notre territoire. Nous ne voulons pas que le Cameroun soit divisé. Mais le dire, ça ne veut pas dire que l'État est au sol. Mais maintenant, on va donc profiter ou alors engranger les gens qu'on est supposé combattre. On leur donne l'argent pour qu'ils achètent les armes. Et ça veut dire que la guerre sera entretenue. C'est donc ça l'industrie de la guerre. Tout à fait. Donc l'engrenage dans lequel on se met. Absolument. Et même ceux qui vendent les armes et les munitions. Oui. Est-ce qu'ils vont condamner les deux camps? D'abord l'armée loyale et ceux qu'on considère comme les rebelles dans l'achat des armes. Ils peuvent même avoir un même fournisseur. D'accord. Alors, Chalamel, est-ce qu'on peut imaginer un scénario, je ne dis pas que c'est ce qui se passe, est-ce qu'on peut imaginer un scénario où des gens censés venir combattre des terroristes montreraient donc des scènes, mettraient en scène des cas de kidnapping pour se faire plein les poches? Monsieur Eric Fopoussi, oui. Je serais tenté de vous dire oui. C'est possible ça? Je serais tenté de vous dire oui. Pourquoi je serais tenté de vous dire oui? Parce que lorsque j'ai parcouru la zone au mois de juillet de l'an dernier, j'ai parcouru la zone du nord-ouest et du sud-ouest, je me suis rendu compte qu'il y avait des zones où l'armée n'entrait pas. Je me suis rendu compte qu'il y avait des zones qui étaient sous contrôle des Ambaboy. Et je me suis rendu compte, parfois vous arrivez, on vous dit que là-bas c'est le feu. N'essayez même pas de descendre là-bas, c'est le feu. Ces gars, on ne maîtrise pas ces gars, parce que c'est la forêt, elle est dense, l'armée n'arrive pas à cette D'ailleurs, l'armée, souvent, vous déconseille de vous y aventurer. Puis, c'est devenu, ça a été nationalisé, que vous devez désormais, dans toute cette zone, vous pouvez vous balader avec une carte d'identité sectionnée, sans avoir les représailles des deux camps. Sectionné de la mention République du Cameroun, sans avoir des représailles. Parce que lorsque vous présentez, on dit, on sait d'où tu viens, passe. Donc, voyez jusqu'où on est arrivé, monsieur il faut pousser. À quel degré de tolérance on est arrivé à ce niveau. Vous pouvez comprendre. Et il n'y a pas de quelques jours, on a brûlé les camions d'une entreprise d'eau. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on avait trouvé la patente dans les camions. On a dit, donc vous payez dans la République de l'autre côté, vous ne payez pas ici, vous allez voir ce qui va vous arriver. Donc j'en viens à cela pour dire, le chef de l'État a pris sur lui de dire que cette guerre devrait finir. Je pense qu'aujourd'hui, on défend que suffisamment d'argent, monsieur il faut pousser. On ponctionne l'argent des caisses pour cette crise, pour cette sale guerre. Alors, il y a des gens sur le terrain qui pourront, on est terrain, est-ce que cette crise ne finit pas, monsieur il faut pousser? Parce que, imaginez-vous, lorsqu'il y a un kidnapping, aussitôt il y a des intermédiaires, des négociateurs. Pour avoir un négociateur, ils échangent. Ils échangent comment? Par téléphone. Le téléphone est traçable. Le téléphone est traçable, monsieur Eric Fopoussi. Oui. Les transferts se font par numérique ou par, c'est pas mobile, c'est numérique. Donc, c'est traçable. Pourquoi ces personnes ne sont-elles pas interpellées, monsieur Eric Fopoussi? On a toute la logistique qu'il faut. Les drones, on a les GPS pour traquer, mettre dans les sacs où on met tout ça, c'est possible de traquer. Mais on le voit dans les films, monsieur Eric Fopoussi. Toutes ces coopérations militaires, on peut suivre ces différences et savoir où ils se trouvent, monsieur Eric Fopoussi. Oui. En Europe, quand vous volez de l'argent, quand vous volez de l'argent dans les banques, ou peut-être vous arrivez, vous braquez une banque, on vous donne de l'argent, il y a ce qu'ils appellent les encres là. Lorsque vous arrivez, vous ouvrez, ça explose. Lorsque ça explose, ça salit la majeure partie des biens. J'estime à un niveau que, est-ce que c'est ce qui est fait? Pourquoi est-ce qu'on ne les localise pas
trop d'intermédiaires, trop de commissions sur la route. Ok, votre mot, Karine, j'aimerais dire, sur... oui, allez-y. Par rapport au sujet, j'aimerais dire que la guerre est un investissement d'abord. Donc, toute guerre a besoin de fonds pour vivre, pour survivre. Et ce qui se passe actuellement, c'est que des deux cas, on voit qu'il y a des investissements qu'il faut faire. À chaque fois, il faut ravitailler les troupes. À chaque fois, il faut bien que les personnes qui sont sur le terrain en train de combattre survivent et puissent encore avoir des armes s'il s'agit de l'ennemi ou bien de celui qui se défend. Maintenant, tout le monde peut être coupable de rap dans la crise anglophone, que ce soit les socialistes ou autre chose. Maintenant, ce qui attire l'attention de tout le monde, c'est que à chaque fois qu'il y a un enlèvement, on vous dit on a demandé la rançon, mais parfois on ne donne pas le montant exact de la rançon. Et si on enlève environ 6 élèves, et 6 ou 20 ou 15 élèves, et on demande une rançon, ça veut dire que la rançon sera conséquente. On en a besoin peut-être pour acheter les armes. Au départ, on nous disait que lorsque les États-Unis font des enlèvements, c'est pour soutirer des informations. Ça veut dire que les enlèvements au départ étaient ciblés. Mais maintenant, on voit que tout le monde peut être enlevé. Il suffit que vous soyez peut-être, vous ayez une carte nationale d'identité qui soit mentionnée à la République du Cameroun, ou que vous soyez à l'université de Boyard, comme certains qui ont été enlevés dernièrement. Maintenant, dans un autre sens, on peut dire que si il y a des enlèvements, ou moi quand on regarde souvent des films, on voit que après quand quelqu'un est enlevé, on interroge. On fait un interrogatoire, mais on n'est pas sûr que cette personne interrogée sera protégée. Raison pour laquelle ailleurs on parle de protection de témoins. D'accord, ok, très bien. Alors il faut dire que dans le cas de la crise anglophone, l'enlisement de la crise a fait en sorte qu'il y ait des groupuscules qui sont nés et qui n'ont rien à voir avec les revendications d'origine et qui donc profitent pour se mettre plein les poches. Et là, on va ici clairement dénoncer tout cela. Madame, monsieur, restez avec nous. Nous allons nous arrêter là pour cette première partie de l'émission. À tout de suite donc. Sur ce plateau, évidemment, nous sommes le mardi 2 avril 2019. Nous sommes sur la meilleure télévision du Cameroun, Equinox Télévision. Ça, c'est vous qui le dites, sans prétention, bien sûr. Vous l'avez fait savoir à travers de nombreux sondages et de compétitions awards. Et donc, nous sommes très heureux de recevoir donc l'assentiment de vos considérations multiformes. Alors, pour cette deuxième partie de l'émission, on va dire que nous allons faire quelques lectures de messages et nous allons faire aussi la revue des réseaux sociaux. Tout le plateau est en place. Monsieur Bachou, Charles Lamel, Karine Sontier, Moro Bengan et Tendance Ping et tout le monde est là encore ce matin. Mamie Juju. Je dois ajouter la voyageuse. Et Mamie Juju va dedans. Très bien. T'es tout vécu. Continue. Très bien. Voilà. Et merci à tous ceux qui nous chahutent sur les réseaux sociaux et me font dire à Charles Lamel et Moro Bengan que lors des funérailles, le congrès par exemple était réservé aux hommes en termes de préparation. C'est vrai ça, Charles Lamel? Bien sûr, le congrès, pas n'importe quel congrès. Le congrès qui a passé la nuit. Au feu. Qui a passé la nuit au feu. Non, pour faire la cuisine. Hein. J'ai dit, pardon? Faire la cuisine. Que le congrès était. Que faire la cuisine, j'ai préparé le congrès. Était réservé aux hommes. Et au feu de bois. Il me semble qu'il y a des repas qui sont réservés. Écoutez, je pose la question. Il y a des cérémonies où certains parties du bouc ou de la chèvre sont réservés aux hommes. Non, sont préparés par les hommes ou réservés aux hommes? J'ai dit sont réservés aux hommes. Et leur préparation par rapport à votre degré d'initiation. Il ne faudrait même pas le dire ici. Vous avez posé la question, ça ne veut pas dire, ça c'est un rituel. Voilà. Donc, ce n'est pas on ne peut pas dire que l'homme fait la cuisine à ce moment-là. Okay. Puisque c'est un rituel réservé aux initiés. Dans certaines tribus. Bon, même maintenant, on peut vous dire, oui, les hommes ont préparé le congrès la nuit. Ce n'est pas votre congrès que vous mangez là. Ok. Puisque tu goûtes ça, tu tombes sur place. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'était pour nous chahuter, pour vous chahuter dans les assertions qui ont été les vôtres tout à l'heure en disant que les hommes n'ont pas la cuisine et pour montrer qu'il y a bien des situations comme vous l'avez dit, où les hommes entrent à la cuisine. Non. C'est pas la même cuisine. J'ai dit non. Non, je veux dire, comment dire, c'est pas. Non, justement, c'est là, un boss allume le feu et fait la cuisine. Qu'est-ce que vous dites qu'on ne fait pas ça avec le feu allumé? Voilà. Justement, c'est pour parce qu'on est dans la saison.
nous avons préparé notre congrès. Vous avez dans la tête le congrès que vous voyez. Je vais lui prendre un tas peut-être qu'il est connu. Je vais lui prendre, monsieur Eric Fopoussi, peut-être vous parler d'une cuisine, je vais vous sortir une autre. Savez-vous que lorsqu'il y a véritablement exécution d'une danse comme le Kunga, on récupère un rejeton de bananier quelque part. Je ne vous donne pas cet endroit, on le plante là. On commence à danser, il grandit, il produit. Là, on recueille là. Et on le cuisine là, à cet endroit. Vous appelez ça cuisine? Mais vous faites quoi? Vous dites cuisiner. Vous employez le terme cuisiner. Tout le monde, je dis, dans votre langage, je dis, on le consomme même sur place, préparé. C'est autre chose. Monsieur Eric Fopoussi. Bon, si vous voulez, on la prête à manger. Voilà. C'est autre chose, monsieur Eric Fopoussi. Les gens nous regardent. La chèvre que l'on mange, on dissèque la chèvre. Chez le Bantou, la chèvre, on la dissèque en 14 parties. Ok. 14 parties. D'accord. Suivant la position que vous avez dans votre famille, si c'est là où on la cuisine, suivant qu'on la prépare chez vous, le chef de famille, du chef de famille à la femme, en passant jusqu'au dernier né, chacun a une partie qui lui appartient. Très bien. À ce niveau, c'est encore un autre rituel. C'est pour vous dire que c'est un rituel. L'homme n'aime pas la cuisine. D'accord. En temps, la cuisine, c'est préparé de manière permanente et tout. Ok, d'accord. Maintenant, vous expliquez très bien. Alors, je rappelle à la personne qui vous a chahuté tout à l'heure que sur la question de lorsque la femme tombe malade, on fait comment? Sur ce plateau, plusieurs fois, on l'a théorisé. C'est une sœur qui vient, une sœur. Non. Quand vous partez en mariage, on vous donne une petite maman. Monsieur, il faut pousser la petite maman. L'aide qui est avec vous. C'est votre fille, non? Oh, écoutez, c'est une parade. On va dire une personne vraiment. Oui, parce que vous, les mots des occidentalisés, les sœurs des enfants, non, on connaît. Parfois, on donne un enfant qui est tout petit. Parfois, on donne un enfant qui est tout petit. On va juste. L'enfant grandit, c'est justement là vous inculquez ces valeurs à l'enfant. On va juste dire que c'était pour confirmer ce que vous avez dit, Chalamel, que même quand la femme est malade, l'homme n'a pas cuisine. Non, on ne va pas. Un autre message. Un message. On va lire les messages maintenant, Karine. After every war, there is an audit of the war economy. Those who benefit now will be accountable after even by popular justice. Donc après chaque guerre, il y a l'économie de la guerre qui est fait, l'audit. Moi, un téléspectateur qui nous dit moi c'est méga, au cours d'une guerre il y a un côté qui s'enrichit, ils sont à Yaoundé sans preuve, et l'autre qui s'appauvrit, nous le bas peuple. D'accord. Okay. Un autre message. Au Cameroun, berceau de mon enfance, jusqu'à quand les dirigeants vont se moquer de ta dignité avec tout le déploiement militaire que je vois passer devant mes yeux en Bouddha? Pour Bamenda, le taux d'enlèvement va crescendo. Qu'on arrête de tromper les Camerounais, que ceux qui se font de l'argent continuent. La justice est proche. Okay. Marc Tino de Vous savez qu'on a libéré Gafesson hier, l'ex-ministre qu'on l'a libéré hier, contre règlement. Tendance sur ces enlèvements, ces demandes de rançon, l'argent que demandent les ravisseurs, ceux qui arrêtent les gens. Il y a les gars qui se font kidnapper seuls. J'ai vu une vidéo. Oui, je vous jure. Oui, en Gaoundéré. En Gaoundéré, quel moment. Un monsieur qui s'est fait kidnapper seul. Oui. Donc il a versé le sang devant la porte de sa chambre, versé dans la chambre. Sang de la poule. Bouleversé la chambre, le sang de la poule. Bouleversé toute la chambre. Lui-même parti demander la rançon. Sans savoir. Oui, lui-même allait demander la rançon. Gaoundéré, il s'est réfugié à Menganga. Voilà, il appelle au téléphone. Quand on dit, on m'a kidnappé hier. Donc on a kidnappé votre enfant. Regardez alors cette incongruité. Est-ce que Tendance a bien fait? Oui. Fini, vous réagissez. Non, elle a bien fait pour son il faut qu'il oriente. Oui. Oriente-moi le père. Non, il dit, le gars dit, la famille mobilise 300 000. Oui. Tout de suite, alors qu'on ne l'a pas aidé. On dit jamais. Parce que le gars avait une dette de 200 000 à payer. D'accord. On lui donne 300 000 à payer. Maintenant. Il dit qu'on m'a kidnappé. Voilà. Il faut qu'il rembourse cet argent, faites les dépôts. On a su que celui, donc vous là, pour finir, mon corps papier qui est vrai. Comme les gars se font kidnapper eux-mêmes là. Pour finir, on ne sait plus si on danse avec le pied gauche ou le pied droit. C'est qu'on peut tracer tout le monde. Très bien. Absolument. On va continuer à lire les messages. Vous avez parlé du nord-ouest, vous avez oublié la Damawa. On se demande qui donne les armes aux ravisseurs.
Ah oui, ça chauffe aussi à C'est les enlèvements. Oui. Il y a trop d'enlèvements à l'heure actuelle au niveau de Ngaoundéré, c'est grave. Oui. Beaucoup simulent déjà leur propre enlèvement. C'est une nouvelle façon de se faire de l'argent. Notre message, note that thieves have benefited because of the Anglophone problems to do things bearing the name of Amba Boys, whereas they don't belong to the group. Prince Tabi Bafoussam nous écrit. Un autre message, où sont les preneurs d'otages, les demandeurs de rançon? La réponse se trouve à Etoudi. Cette guerre est une entreprise bien juteuse pour ceux qui ne veulent pas négocier en vue de la paix de tous. Moïse de Yaoundé Nkolmesen qui nous écrit ce matin par rapport à la... C'est bien de charité de voisin de tout dit. Allez-y, oui. Par rapport à la colère de Charles Armel ce matin, c'est grave ici à Bamenda avec les enlèvements. Nous ne sommes plus en sécurité ici. Pas un jour sans enlèvement. Que le gouvernement fasse quelque chose. Madame Photo Karel à Bamenda. Parce que le drame, M. Eric Fopoussi, c'est qu'il n'enlève pas n'importe qui. C'est des personnes ciblées. C'est des familles nantis, c'est des familles assises. Donc, c'est comme s'il y a un travail, tout un travail qui est fait de ciblage. Il y a des gens qui vont y repérer et tout. Lorsqu'on a enlevé, on vous appelle. N'appelez pas la police. Les téléphones sont traçables. Je pense que le gouvernement a dit que tout le monde doit être identifié. On doit faire ci. Mais c'est une identification, M. Eric Fopoussi. On peut tracer aujourd'hui et savoir à quel point vous appelez, d'où vous appelez. Il me semble qu'en interpellant Maurice Kamto, c'est à travers son téléphone qu'on a su qu'il était chez Albert Zonga. Même chose pour Michel Doki, c'est par son téléphone qu'on a su où elle était. C'est là où on l'a récupéré. Donc, pour des cas comme ça, on met rapidement en branle la machine. Mais pour des cas où c'est utile, mais on nous dit que c'est il n'y a rien à faire. En tout cas, on voit très bien. Qui veut la fin veut les moyens. Pour ainsi dire que celui qui veut une chose ne doit pas reculer devant les moyens qu'elle réclame. Que cet homme soit un bon professeur à la maison ou envoie sa femme à l'école au lieu de la blâmer chaque jour et ne pas se rendre compte de sa frustration. Adolphe depuis Douala. D'accord, il est 11h10. Madame, Messieurs, merci infiniment. À vous d'être là avec nous encore ce matin. On va ouvrir notre revue des réseaux sociaux, toujours avec vous, Karine Santia, pour mener la danse. Alors, on va commencer par le décès du producteur et membre du conseil d'administration de la Société nationale camerounaise d'art musical, Sonacam, Jean-Pierre Sa, a été assassiné dans la nuit du 31 mars par des personnes non identifiées qui se sont introduites dans son domicile à Douala, Bonabéry. Il aurait été étouffé et serait mort sur le coup. La thèse la plus probable, selon la famille artistique, est celle du règlement des comptes. On rappelle que Jean-Pierre Sa, à travers sa maison de production JPS, a produit des artistes comme Sergio Polo, Lady Ponce, Jean-Pierre Sommet, Jenny Gento et bien d'autres. Mais la question qui reste bien pendante est qui a bien pu faire cela et pourquoi? Alors, Charles Abel, je commence par vous sur la question de l'assassinat, puisque tout le monde parle d'assassinat. Il n'y a pas encore d'enquête, de résultat d'enquête, mais tout le monde parle d'assassinat, de règlement de compte. Comment vous réagissez à cela? Bien, M. Eric Fopoussi, la première chose, c'est que... vous êtes embarrassé? Je ne suis pas embarrassé, je perds un peu le latin parce que je ne sais pas par quoi commencer. C'est-à-dire, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui défilent dans ma tête. Là, je vais faire simple en disant, M. Eric Fopoussi, que premièrement, c'est pas de cette façon qu'on annonce ce genre de deuil. On a dit tirer sur lui, on a tiré sur lui, il essayait d'entrer dans son domicile, on a tiré, on l'a étouffé, on l'a égorgé, il y a trop de versions qui circulent et qui tournent tout autour de l'assassinat, entre guillemets, de Jean-Pierre. Bon, j'aimerais dire que Lucien Ouansi de la nouvelle expression est allée à Bonabéry au lieu dit Texaco-Fokou où est son domicile et elle relate ce qui s'est passé par le témoin et le témoin en la matière c'était justement la belle-mère de Jean-Pierre Sa qui était là au moment des faits et un petit garçon qui était également là au moment des faits. Donc ils sont arrivés et ils ont donc, comme vous l'avez commencé, ils ont essayé de l'étrangler pour l'étouffer avec des
des tissus. Et il avait une blessure puisqu'il saignait. Donc on lui aurait également asséné des coups. Là, je rappelle, c'est un témoin qui était là présent sur le jour-là. Donc tout ce qui se dit après, c'est, comme on dit, spéculation. Voilà. Dans c'était M. Baraké, physiquement fort. Ça, il faut le dire, physiquement et fort. on parle de 6 à 7 personnes qui l'ont agressé. Sérieusement Baraké, physiquement fort, donc ça suppose qu'ils ont dû justement utiliser. Moi, je pense que dans des situations comme celle-là, M. Rifo Poussine, ça appelle à la façon avec laquelle nous vivons avec nos voisins, la façon avec laquelle nous vivons avec ceux qui nous sont proches, la façon avec laquelle nous-mêmes nous sommes, parce que à ce niveau, vivre un acte comme celui-là sans que les voisins ne sortent pas, sans que les vigiles qui soient à côté ne soient alertés, pour un monsieur costaud comme celui-là, avec les cris et les appels, ça appelle beaucoup d'interrogations. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, une action comme celle-là appelle la justice. Je n'ai pas vu le procureur, c'est le procureur de la République qui devait descendre sur les lieux, faire l'examination, se prononcer. Non, mais on ne sait pas encore, oui, c'est sûr qu'il y a été. Chalabel, on ne peut pas après. Monsieur, il faut pousser. Dans l'affaire de Monseigneur Benoît Mbala, on a soulevé les mêmes cas, on a soulevé la même question, mais force était de constater que c'est des jours après qu'on a eu un communiqué que toujours sur ce plateau, nous avons essayé de disséquer. Je crois que les procureurs doivent faire leur travail, c'est-à-dire descendre sur le terrain, constater, se prononcer pour permettre de rassurer au moins l'opinion. Se prononcer, oui. Ils font le travail, mais maintenant, est-ce qu'ils disent suffisamment sur ce qu'ils font? Voilà. D'accord. Communiquer. Tout ce qu'on va dire, c'est les mois total pour les artistes, on sait ce qu'il a fait. On peut que dire vraiment que justice soit faite, monsieur. D'accord. Alors, Bambok, avec cette affaire de l'assassinat de Jean-Pierre Sarr, Chalabel vient d'évoquer le cas du voisinage. On voit très bien que dans les nouveaux quartiers, à Douala-Nord par exemple, on voit bien les nouveaux riches qui se construisent et qui sont mûrs dans leur maison avec des barrières de 7 voire 8 mètres, qui crée une forme d'isolation, comme dit Karen Santia, et qui peut devenir à un moment donné l'origine de votre propre mort. Oui, tout à fait. Oui. Ça participe du délitement de la société. Nous n'existons plus. Avant que vous parlez de Douala-Nord, oui, je confirme, Santa Barbara, Yaoundé, plein de maisons, y compris même à Bastos, où on commence à ériger des barrières. Qu'est-ce qu'on cache dedans? On ne sait rien, mais au moins ce que vous avez dit, vous avez raison, les gens se terrent dans leur bunker et on ne sait pas ce qui se passe. C'est-à-dire que même la solidarité qui pourrait arriver est limitée. Le gardien, lorsqu'il est tenu en respect par les bandits, et on vous amène dans, vous ne pouvez pas, même les passants, ils ne peuvent pas savoir si vraiment c'est des visiteurs normaux, qui sont si là. Vous êtes braqués ou pas, ils sont là. D'ailleurs, le bar d'à côté a vu le véhicule des agresseurs s'échapper de la maison lorsque la maman est sortie pour appeler de l'aide pour secourir Jean-Pierre Sarr. C'est ça le problème. Oui. Moi, c'est la police, la gendarmerie et les magistrats que j'interpelle ici. Hier, que ce soit Bonanjo, Bonapriso, tous ces quartiers, il y avait quand même une certaine architecture dans la construction de nos maisons. Oui. Et on a tué Simon Pondo, on a tué Tchoundjan Pouemi, on a l'Angelbert vint là-bas et tout. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé. La police, la gendarmerie et les magistrats devraient nous dire si les modes opératoires qu'on découvre de ces malfrats, parce que eux aussi, les malfrats, nous vivons avec eux. Quels sont leurs modes opératoires par rapport à ce que vous appelez évolution de la société? Mais moi, je dis par rapport au changement que nous observons autour de nous. Mais vous n'entendez jamais le procureur de la République venir nous dire ceci ou cela. Bon, l'autre chose, est-ce que cette fois-ci, on va nous dire réellement ce qui s'est passé? Vous avez vu que ces gars, oui, on peut penser au règlement de compte. Parce que d'après les témoignages faits dans la presse, on dit, la maman a entendu, oui, il savait que Jean-Pierre Sarr avait ses clés. Donc, elle ne pouvait pas se gêner pour venir fermer le portail. Donc, c'est dit, puisqu'ils sont entrés, on a dit, quand elle a entendu un grand bruit au salon, elle est sortie. On lui dit, madame, restez dans la chambre.
Voilà. Vous vous amusez, on va vous tuer. Ça veut dire qu'en fait, ils n'ont rien pris. Ou alors ils ont pris des objets. Ils ont demandé évidemment les clés du coffre-fort. Voilà. Oui, et c'est là que, parce que c'est là Jean-Pierre Sarr dit à la maman de se calmer, que lui va aller ouvrir le coffre-fort. Bon, on imagine que ça c'était juste pour brouiller les pistes. Hein. Pour brouiller les pistes, justement. Pour ces gars, on aurait pu vider la maison. D'abord assassiner même la maman, comme on a fait pour la famille Pondo à l'époque, le petit garçon. Oui. Ne pas laisser et par exemple pour simuler un déménagement ou quelque chose comme ça, ça veut dire que si on est venu seulement l'assassiner et on peut prendre quelques objets là pour simuler ainsi de suite. Donc c'est aux forces de maintien de l'ordre de nous dire. Oui, parce que c'est ça qui est d'ailleurs étonnant, Bombok, c'est que nous voyons comment étaient construites les maisons à l'époque. Et les barrières n'étaient pas aussi enfermées. Non, on pouvait rester de l'extérieur voilà, et voir ce qui se passe chez vous. Absolument. Vous avez des gens qui sont au bar, là à côté de la maison, qui buvaient leur bière, c'est un dimanche soir, les gens sont dehors, et il y a un tel forfait chez quelqu'un, les bandits sortent et une voiture sort de la maison et une voiture est en train de sortir du quartier, parce que vous savez, lorsqu'une voiture est dans un quartier, que on sait que la personne, on sait que cette voiture, ces gens sont étrangers. Donc c'est quand ils partent que la belle-mère de Jean-Pierre Sarr sort de la maison pour elle demander l'aide au bar du quartier. Ils disent mais non, justement, nous voulons voir une voiture qui vient de s'enfuir d'ici très vite. Alors que si justement il y avait la possibilité de voir de l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur, peut-être aurait même entendu des coups violents de la ville, oui, tout ça, et aurait alerté la police. Oui, et le reste. Non, Charles, vous avez parlé. Les sons tendance parler aussi sont tout. Hein. Oui. La mort, c'est quoi? Comme là, on revient. Non. Papa, que ton âme repose en paix. La dernière fois, ici, on a créé sur les réseaux sociaux, on a percé les yeux de Jean-Pierre Sarr. C'était de lui qu'on parlait. C'était de lui, non, Karim. Oui. Oh, il est mort en Jakarta. Oh, il est mort sur telle place. Donc, je sens que vous voulez le tuer depuis. Oui, vous voulez le tuer depuis. Parce que après ça, ça tape encore un an. Je crois que c'était l'année passée qu'on parlait, qu'on a tué Jean-Pierre Sarr, les gens faisaient des posts. Voilà, papa. Il n'y a que Dieu seul qui sait ce qui s'est passé. Parce que chacun raconte sa part. C'est un homme qui n'était pas clair. C'est un homme qui était ceci. Quand quelqu'un meurt, même s'il faisait du mal, même s'il faisait qu'on ne parlait pas mal de cadavres, laissez que son âme repose en paix. Ce n'est pas en parlant du bien de lui qui va faire en sorte qu'il va se réveiller. Et vous, les assassins là, mais vous avez le cœur. Venir étrangler un papa comme ça, sans penser à sa petite famille. Le vigile a aussi disparu. Sans penser à ses enfants. Et le vigile a ouvert la porte. Vous-même, vous avez les enfants. Je n'ai rien compris. Où on va savoir si c'est le vigile, où ça sort que de quel côté, où ça part que comment. Je dis souvent que chaque jour qu'il donne, qu'il fait mes prières, je dis que Seigneur, si mon jour arrive, prends-moi doucement. Je ne veux pas dormir dans le sommeil. Je ne veux même pas mourir sans déchirer le drap, sans passer par la cantine. Je devais mourir le jour que je suis couché quelque part. J'ai dit que le couscous sauce gombo avec les crabes, on vient me donner, mange, je m'appelle bois. Je prends mes une. Si je veux dormir, je ferme l'œil, je pars. D'accord. Donc cessez d'insulter le mort. Parce que c'est que les gens sont en train de dire qu'il a fait, qu'il avait fait, que il a fait, qu'il avait fait, qu'il n'était pas sérieux. Vous-même, vous êtes sérieux. Bon, tu n'empêcheras pas aussi les gens. Vous êtes sérieux aussi. De parler. Hein. Alors, Charles. Le Camerounais, vous avez toujours ça. Souhaitez tout à l'heure faire rebondir. Je voulais que, pour dire quelque chose à la suite de Bombok, c'est-à-dire les maisons, quand vous voyez les grosses barrières, elles partaient du maquis. Dans la zone de Baham, la zone de Banekob, la zone de Bangou, la zone de Balungu, Bacha. Vous remontez un peu dans le nord, Makombe, une partie de Bazou, on montait les maisons avec des grandes barrières. Le principe était simple. On met l'échelle, on sort. Lorsque tout le monde est rentré, on enlève l'échelle du dehors, on la retire. Parce que les maquisards, lorsqu'ils venaient de nuit, ils rentraient dans les concessions et tuaient les gens. C'est pour ça qu'on mettait des hautes barrières. Si vous allez dans la zone de Baham, vous allez retrouver encore des grosses barrières. Il faut dire aussi qu'à une certaine époque, dans le centre, il y a eu le grand banditisme. Il y a eu un grand banditisme avec des gens comme les Sono, des gens qui agressaient à la matière, je prends le cas de Yaoundé, qui contraignaient certaines personnes, parce que lorsque les gars arrivaient, ils escaladaient la barrière. C'est-à-dire de l'extérieur, vous donne l'impression que la barrière a 1,30 m ou 1 m ou 2 mètres. Lorsque vous tentez de sauter d'un précipice à l'intérieur, vous vous écroulez.
On a commencé avec les chiens pour protéger l'insécurité grandissante. Vous voyez, là, on s'est retrouvé. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez des gens dans les quartiers qui ne connaissent pas dire bonjour aux voisins, qui ne connaissent pas la valeur du voisin, qui vivent comme des occidentalisés. Vous avez des gens qui rentrent chez lui, chez eux. Il y a même des à côté, ils ne partent pas. Ils ne s'arrêtent même pas pour savoir qu'est-ce qui se passe à côté. Ils traversent. Vous avez des quartiers où on a des réunions de quartier, où on vient toquer en disant, voisin, vraiment, on a une réunion du quartier pour voir comment on peut aménager la route. C'est pas mon affaire. Aller à la commune, je ne m'intéresse pas à ça. Comment foutez-moi la paix, je vais me reposer chez moi. Il y a des gens qui vivent comme ça. Oui, cloîtrés. Cloîtrés, ils sont sur une île, monsieur Lifoup, sur leur île, ils vivent ainsi. Lorsque des situations comme celle-là arrivent, rappelez-vous de ce monsieur qui tout le temps dans les quartiers, lorsqu'il y avait 2, il envoyait 2 casiers de bière. Il y a 2, il envoie 2 casiers de bière. Le jour qu'il a perdu son épouse, monsieur, tout le monde a envoyé 2 casiers. Tout le quartier a envoyé 3 casiers de bière. On dit non, tu as envoyé 2, je t'envoie 3. Il s'est retrouvé avec un dépôt chez lui. Il est sorti sa genou au carrefour en disant que je faisais, je ne savais pas. Voilà, ce n'est pas les casiers qui vont m'aider à pleurer. Donc pour dire qu'il y a des gens comme ça dans les quartiers. Était cette configuration, je ne saurais le dire, mais on dit toujours qu'un problème apporte une expérience. C'est important aujourd'hui que les quartiers s'organisent parce que on ne saurait vivre ensemble. Vous n'êtes pas là, je ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui vous arrive, à quelle heure vous rentrez. Ou que j'entends des bruits chez vous et je ne m'en émeuve pas. Je ne m'en émeuve pas, je ne me lève pas. C'est non-assistance à personne en danger. Autre chose, à une certaine époque, monsieur Lifoup aussi, et ce jusqu'à présent, les équipes spéciales d'intervention rapide, plutôt que d'aller tourner dans certains quartiers, elles étaient appelées par ces lourds. Je dis ces lourds qui avaient des mini-cités. Vous allez dans la zone de Lokpom, vous allez dans la zone de Denver, vous allez dans la zone de Santa Barbara, vous allez dans la zone de Makepe, vous allez dans la zone de... Ils payaient, ils s'arrangeaient et ils payaient ces gars. Donc les gars sortaient, ils viennent à 19h, ils tournent dans tous les camps, les différents quartiers, ils tournent, ils stationnent 2 minutes, ils prennent une bière, ils s'en vont. Ils viennent à 22h. Vous les appelez, vous dites qu'ils sont occupés, pourtant ils doivent tourner pour sécuriser certains quartiers. Donc il est temps qu'on revienne à cette solidarité africaine. La véritable solidarité africaine, où lorsque un a un malheur, c'est tout le quartier qui se lève pour venir régler. Oui, ainsi donc on pourrait éviter ces situations-là. Alors on va poursuivre avec vous, Karine Santia. Une nouvelle horreur au Koweït. Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, on peut remarquer des femmes noires s'échapper en escaladant des murs qui sembleraient être les fameuses maisons de contrat. Ces dernières essayent tant bien que mal d'échapper aux maltraitances dont elles sont victimes. De ce côté, blessées graves pour certaines et fracturées pour d'autres. La liberté reste leur plus grand rêve, selon certains internautes. Les commentaires face à cette vidéo sont plutôt violent, moins de compassion que d'habitude cette fois, la rancune, moins de compassion, la rancune et tout, le dégoût et puis les commentaires qui disent que ces Africaines seraient des belles de nuit qui fuient la police de ce côté. Au final, qu'est-ce qu'on doit croire? Que faire? Pourquoi encore parler de Koweït aujourd'hui? D'accord, alors je vois une qui se cache derrière sous une tente, c'est une tente là, non? C'est quand même affligeant, hein, ce genre d'image. Hein, Charles? On appelle ça le shelter. Les shelter. Ouais, d'accord. De ces lieux de détention. Voilà. Donc, non, je dis, elle les shelters, où elle se cache sous une tonne quand elle saute là, pour ne pas se faire attraper, on va le dire ça comme ça. Alors c'est compliqué, hein, ce qui se passe avec nos sœurs africaines. Voilà une qui est couchée complètement, j'espère qu'elle n'est pas montée. Elle est inanimée. Peut-être que on tire sur elle. Mon cœur. D'accord. Je vais chuter. Alors, il y a des gens qui disent que puisque c'est là-bas, apparemment, ce sont des filles qui fuient les maisons de contrat pour se prostituer. Raison pour laquelle, lorsque la police constate, on vient pour rafler et elles fuient. C'est une manière pour elles. Donc il y a tellement de points de vue par rapport à cette vidéo. Alors, sur, on va dire, le désastre et le calvaire de l'enfer vécu par nos jeunes africaines dans ces pays du Golfe Persique. C'est pour cette raison que nous rappelons ici, Charles Hamel, moi, ne le cessera jamais, de vous référer à l'histoire. L'esclavage a commencé avec l'islam. Et vous, les filles surtout, qui se disent occidentalisées, émancipées et tout, doivent le savoir.
quand vous allez dans cette division-là, et nous, les traditionalistes africains, avons également tous les jours ce débat très houleux avec le système des Nations Unies. Donc c'est l'unique problème? Oui. Oui. Pourquoi vous avez des organismes spécialisés des Nations Unies qui s'occupent de la femme, de l'enfant, de la maltraitance, de tout, mais on viendra voir, lorsqu'on va faire, on viendra regarder les rites de veuvage qu'on fera dans ma famille et on va monter sur les toits du monde. Voilà les filles qu'on est en train d'esclavagiser. Qu'est-ce que dit le Conseil de sécurité des Nations Unies? Le Koweït, le Qatar et tout ça sont des pays membres de l'Organisation des Nations Unies. Pourquoi ne peut-on pas interpeller ces pays? Pourquoi ne peut-on pas envoyer une équipe de contrôle pour aller de manière systématique? C'est une décision des Nations Unies. On veut bien protéger les femmes, n'est-ce pas? Mais on va voir pourquoi Mbombo va donner 2 gifles à son épouse. Et on va me faire de tout. Voilà des femmes aujourd'hui qui, premièrement, viennent des pays qui ont été appauvris par leur régime, qui s'engage dans l'esclavage. De cette manière-là, on a des clichés en nom. Même l'autre fois, il a fallu le reportage d'une Nigériane sur CNN pour que ça forme une clameur sociale. Mais les Nations Unies restent cool. Et ça, j'ai dit, si ce n'est pas un plan d'assassinat collectif, c'est quoi? Donc, il y a ce qu'on appelle là-bas le droit d'ingérence humanitaire. Ok. Alors, on parle de ça, donc on doit faire prévaloir ça. Mais est-ce que nos gouvernements aussi ne doivent pas... Nous avons, la plupart de nos gouvernements sont des dictateurs. Ils nous ont appauvris. Au Cameroun, où même les vaccins, les stores de sécurité des vaccins comme le BCG, un enfant peut naître au Cameroun, il fait 3 mois sans être vacciné. Vous appelez ça comment? Donc, quand on tue déjà un nourrisson, à plus forte raison, les filles qui sont un peu volées, l'Organisation des Nations Unies est hautement condamnable dans tout ça, l'Union africaine aussi. Pas seulement aussi, nos gouvernements aussi. Oui, j'ai dit oui, puisque c'est l'ONU qui doit pour faire des pressions sur nos gouvernements. Voilà, nos gouvernements africains, pas les tout le monde. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas séquestrer vos enfants. L'Union africaine fait quoi? D'accord. Alors Charles, vous aussi, vous allez apporter votre lecture de ces images qui nous viennent du Koweït. Je vais être clair, M. Eric Fopoussi. Ce qu'on assiste là, tous ces organismes sont complices. L'Europe ne veut plus recevoir les nègres chez elle ou chez lui. Les Européens ne veulent plus des Noirs. Bon, là... Je le dis et je pèse. Là, ça fait débat quand même. Hein. Monsieur Eric Fopoussi, l'Europe ne veut plus voir les Noirs. Faut pas se fier. Faut pas se fier au discours officiel. La France se dit fatiguée. Parce que je rappelle que l'abondance de Noirs. Je rappelle qu'il y a Sibeth. L'Italie se dit submergée. C'est la raison pour laquelle. Charles, une seconde. Je rappelle qu'il y a Sibeth Ndiaye. Elle est d'origine sénégalaise, qui est depuis hier secrétaire d'État et porte-parole du gouvernement français. Hein. C'est une Sénégalaise. Elle est arrivée en France à 16 ans. C'est pour dire que ce que vous dites est certes vrai, mais n'oublions pas que l'Europe également fait ce qu'on appelle l'immigration choisie et récupère nos meilleurs. Non, attendez, Charles, voilà. La même Ndiaye a dit quoi hier? Le porte-parole du gouvernement est le porte-parole de la langue de bois. Je repense à ces termes. Oui, si vous voulez, on peut, voilà. Là, elle fait de la politique. Voilà. Non, mais attendez. Elle a avoué ça elle-même hier. Oui, c'est la politique. C'est politicienne. L'Italie a dit nous sommes fatigués de voir des gens arriver par les côtes de Lampedusa. On est fatigués, il faut nous libérer. La France, arrêtez d'aller piller les réserves de l'Afrique. Laissez les Africains, ils ne viendront plus. Arrêtez d'aller piller, rembourser. Le franc CFA, vous vous rappelez donc. À l'heure actuelle, il y a un gros débat. Comment faire pour décourager ces populations qui viennent? Je crois qu'ils ont dit qu'il fallait décourager. On a commencé par financer les gouvernements africains pour la création des programmes. Non. On a financé les États africains pour la création des programmes, histoire de décourager les jeunes d'aller en Europe. Nos dirigeants ont pris, chacun a cherché la poche la plus large, il a mis à l'intérieur en disant que non, quoi, s'ils veulent les femmes. Vu l'affluence, les naufrages et tout, on a dit, ils ont trouvé une autre méthode pour décourager, c'est ça. Vous avez vu comment ces images sont sorties, M. Rifopoussi, où on fait brûler le nylon sur le dos de quelqu'un
ces images choquantes devaient retarder et amener les gens à ne parler, démontrer comment on a entassé, ils sont enchaînés, ils sont dans des trucs comme les boîtes. Vraiment, on ne nous respecte pas. Pourquoi c'est dans les zones tampons de passage que cela se passe? Pourquoi ça ne se passait pas avant? Donc, monsieur Rifopoussi, tout cela, c'est une mise en scène. Ces gens ne nous ont jamais aimés. Alors, oui, tendance. Hey, encore. C'est au coin de nous, Karim. Oui, pour finir, même, le Camerounais s'y embrasse tout le monde. Il faut voir comment les étrangers sont à l'aise ici au pays. Ici au Cameroun, un étranger parle comme il veut. D'abord, on ne distingue même pas. Tu es chinois, nous sommes amis, nous sommes toujours amis. Tu es libanais, nous sommes toujours amis. Vous n'avez pas beaucoup de choix, quand même. Tellement on vous embrasse, on vous aime que ailleurs, nous ne sommes même pas en sécurité. Et ça ne dit rien à personne. J'ai mal de voir nos soeurs souffrir comme ça. Où va mon pays? Où on doit se faire comment pour que ces gens-là nous maltraitent pour... Tu vas voir aux yeux, quelqu'un va te dire, je suis camerounais, je vis au Koweït. Je recherche les filles camerounaises qui vont venir s'installer ici pour le travail. Quand les filles arrivent là-bas, ça devient un autre cas. Soit elles deviennent les waka, les vendeuses de piments. Soit elles travaillent même, on ne leur donne même pas 5. Soit elles arrivent même, on confisque leur passeport. Maman, au lieu d'aller souffrir encore dans les pays, des pays où il y a les hommes sans cœur, c'est mieux que vous restez ici, vendez l'eau glacée. Parce qu'on ne peut pas aller souffrir dans les pays comme... Mieux je reste moi dans mon pays, même si c'est fort comment. Je pars au marché Sandaga, j'achète un cajot de tomates. Je commence à vendre, me garder 200 francs par jour. À la fin du mois, c'est pas petit. D'accord. Oui, si tu peux au marché Sandaga, tu prends un cajot de tomates, tu commences à vendre par jour, tu mets 500 francs dans la caisse. À la fin du mois, ça va être beaucoup. Que d'aller souffrir dans les pays des gens sans cœur. Ok, c'est comment on maltraite les filles. Ils n'ont même pas pitié des femmes. Alors, on va terminer avec vous, Karina. On va terminer avec Christelle Nadia Fotso qui écrit une lettre à Maurice Kamto, ce n'est pas la première d'ailleurs, dans une publication de la fille de l'homme d'affaires Victor Fotso qui court sur la toile. Cette dernière s'insurge contre le choix du leader du MRC d'avoir fait le choix des avocats blancs pour sa défense. Elle intitule cette lettre « Toge noir, masque blanc ». L'avocate poursuit, je cite, « La conférence de presse de vos conseils éminents, confrères, m'a révolté. » Et puis, il nous a renfermés dans un système infernal d'un archaïsme colonial qui voudrait qu'au Cameroun, même le présent ou futur président de demain ait besoin d'un sorcier blanc pour exister ou juste ne pas mourir judiciairement ou politiquement. La toile ne s'est pas arrêtée là, c'est ainsi que plusieurs partisans du MRC et autres internautes ont tenu, entre autres, à rappeler à cette dernière que son frère Yves-Michel Fotso est en prison et qu'elle n'a jamais fait de sortie par rapport. Alors, je dois dire que le texte écrit par cette dame est un texte bien écrit. Je l'ai lu, je l'ai consommé 3 fois de suite. Et j'ai beaucoup aimé l'expression toge noir, masque blanc. Vous savez à qui ça fait allusion, France Fanon? Oui, voilà. Donc elle dit toge noir pour parler des avocats. Toge noir, masque blanc. C'est quand même intéressant ce jeu de mots. Alors, mais au final, Bor Bengan, quand on écoute cela, vous pensez comme pensent certains qu'elle veut se faire voir? Qu'elle veut exister, c'est une volonté pour elle d'exister et qu'une telle sortie est inutile? Non, elle est avocate. Apparemment, elle preste également à l'international. Ça veut dire qu'elle est connue. Ça veut dire qu'elle est connue. Donc, je ne pense pas. Je pense plutôt, moi, je vois une avocate camerounaise qui voudrait défendre un certain nombre de clients au Cameroun, dans son pays. Maintenant, moi, la question que je me suis interrogée, est-ce qu'elle est camerounaise naturalisée quelque part ou bien, bon, là, c'est un autre débat. Mais je vois, comme j'ai lu cette lettre, je vois quelqu'un qui peut dire, je peux venir au Cameroun, je peux défendre. Peut-être que ce dossier m'aurait intéressé. C'est comme ça que je vois. Et de mon point de vue, je ne peux pas la condamner pour cela. D'accord. Je peux pas la condamner. Chicha Labelle, je le dis parce que moi je connais votre position sur ce sujet, mais allez-y quand même, allez-y. Monsieur Eric Fopoussi, oui. Elle a raté l'occasion de se taire. Voilà, je m'en doutais un peu. Elle a raté l'occasion de la fermer
Parce que ça ne devrait pas l'ouvrir n'importe comment, n'importe quand, n'importe où, à n'importe quelle heure. Pourquoi un peu de respect pour elle quand même. Oui. Je le dis pourquoi. Ce n'est pas aujourd'hui. Si vous allez entrer, vous fouillez, elle n'est pas sortie du barreau hier. Elle n'est pas sortie du barreau avant-hier. Bien sûr. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'elle est sortie du barreau. Oui. Combien d'affaires avons-nous eu au Cameroun? C'était prononcé sur une seule affaire que nous avons eu au Cameroun. Si elle aimait tant si bien que ce pays, monsieur le Fopoussi. Est-ce qu'elle s'est constituée comme parti? Mais on voit les collectifs, monsieur le Fopoussi. On a vu l'affaire Bello, on a vu l'affaire Koumatiken, on a vu les différentes affaires, on a vu des avocats partir de la France, des avocats camerounais partir de la France pour venir intégrer le collectif. Même pour on a vu la crise des États, même pour le Koweït. On a vu les gars partir des Bopouézéka, on a vu des gens partir de loin pour dire que ici je dois me constituer parce qu'il fallait peut-être que le nom apparaisse comme étant avant œuvré. Elle ne l'a jamais fait. Elle ne s'est jamais pointée. Pour un peu que la toile a commencé à parler de son père, elle a dit je vais venir défendre papa. C'est une fille à papa. Elle a dit je viens défendre papa. Respectez le patriarche, c'est un patriarche, c'est ceci, respectez-le pour ce qu'il a fait. Oui. On a accepté, c'est légitime. Moi-même, si vous le diriez à mon père, j'allais me lever pour défendre mon père. Mais qu'elle s'arrête là. Mais qu'elle vient donner le son, elle fait quoi aux États-Unis? Peau noire aux États-Unis. Voilà aussi le titre que je lui donne, peau noire aux États-Unis. Ou peau noire chez les Blancs. Elle fait quoi là-bas? Qu'elle rentre, le combat, c'est ici, monsieur le Fopoussi. Son frère est en prison. Jamais elle est venue, elle a assisté à une audience. Une seule audience, elle a assisté à une seule audience. Elle a donné un seul conseil. Elle a essayé de parcourir. Son frère, mais je pense, est condamné à vie. Parce qu'il a été procès sur 25 ans, monsieur Fopoussi. Je crois qu'il est condamné à vie. Est-ce qu'elle est venue seulement un seul conseil? Donc j'estime qu'à ce niveau, ou bien lui donner la nourriture. La nourriture, monsieur Fopoussi, on l'a vu crier de famille et tout. Lui donner, donc, elle arrête un peu à un moment donné. Un minimum de respect. Un minimum de respect. Les gens, quand je les rencontre, souvent me disent, mais Charles, on t'écoute, on ne sait pas là où tu es. Non, nous sommes là pour ce qui est droit. Il y a des gens ici qui ont dit, nous allons nous constituer. On voit le travail de maître, je pense, Dominique Fous. Je crois que c'est elle. Oui, on voit son travail, sans bavarder. Elle s'est constituée dans l'affaire du Koweït. C'est là où les gens ont découvert son nom. Elle a commencé à bosser. Dans le cas de Jules Tchenkam, à qui on a donné 10 ans, qui sont passés sur les ondes d'Equinox Télévision. Ce gars qu'on a emprisonné, vous avez vu comment ils sont descendus. Mais voilà ce qu'on attend des gens qui vont travailler. Pas quelqu'un qui va rester aux États-Unis, qui va respirer la bombe, qui va manger et lancer des bombes pour venir nous au Cameroun. Ça, c'est de l'ingérence, non, monsieur Nifo. Vous y êtes allé très fort. Elle veut nous rendre rebelles. Oui. Avant de lancer ton caillou et grave, on a l'oiseau à vue. Tu veux rendre qui rebelle? Personne ne veut être rebelle. On doit respecter l'âme de... Moi, je respecte l'âme de papa. Que son âme repose en paix. Mais ne reste pas là, tu lances la bombe pour qu'on s'entretue ici. Tu manques. Quelle âme? Non, non. Il vit, hein. On ne parle pas de l'autre. Où je me gare. Moi aussi, je me gare, tu m'orientes. Non, on ne parle pas des cages de photos. Ah oui. Parce que c'est la fille de photo. Voilà, c'est ce que je dis. C'est un avocat, mon cher. Voilà, dans la vie, les gens se troublent. Ma chérie, on sait. Mais descend sur le terrain. C'est comme ça que vous avez fait les Sardino, ou c'est la brigade anti-Tordina, ou c'est Tantina, ou c'est qui ont commencé à nous déstabiliser. On ne veut plus de déstabilisation. Voilà. D'accord, très bien. Continue. Tu as dit avec tes mots. Hein. Oui, ça c'est le groupe français que je vais parler l'année prochaine. D'accord. Mais au-delà de ça, moi je trouve que son texte est très pondéré et je vais être dans l'entre-deux. C'est vrai que le contexte, comme l'avait dit Chalamel, est quand même un peu est questionnable, mais ce qu'elle dit au fond, même si elle le dit avec un peu de, on va le dire, avec des mots et une maladresse certaine, il y a quand même que derrière, je sens dans sa démarche une volonté de promouvoir les avocats africains et camerounais, de promouvoir... C'est fait depuis... Oui. On a maître Josette qui a dit qu'elle allait défendre le Laurent. On a des Camerounaises qui vont, on a vu... Ils travaillent, monsieur le propositeur. Voilà, très bien. Alors, j'ai aussi envie de lui dire aussi de l'autre côté que, écoutez, Madame Fotso, sachez qu'il y a des avocats camerounais qui ont des dossiers à l'étranger. Au Rwanda. Et ces pays-là ne nous reprochent pas de venir
aujourd'hui dans leur pays leur prendre leur travail. Il faut savoir que le monde est dynamique. Alors, on va arrêter là pour la revue des réseaux sociaux. Madame, Monsieur, merci infiniment à vous de nous rester fidèles. Un élément, on va le regarder, c'est interpellation. Et ensuite, nous revenons pour les commentaires ici même sur le plateau. Ok, parlant de ce développement, moi je vais essayer de toucher au secteur politique. Parce qu'on a le sentiment qu'au Cameroun, la politique est un peu très... En fait, il y a un désordre du secteur politique. Un peu. Et des gens se cognent des têtes à travers la politique. Donc il est temps que les Camerounais se rassemblent, soient un. En fait, que le secteur politique soit de plus en plus développé. Un peu. Donc pour moi, je propose un rassemblement entre les Camerounais. Donc nous sommes unis, nous sommes un. Afin que le Cameroun soit vraiment un pays digne de ce nom. Parce que le Cameroun a beaucoup apporté dans le monde entier et particulièrement en Afrique centrale. Voilà, j'ai le sentiment que ce type de questions particulièrement touche Boro Bengan parce que c'est un compatriote qui fait des propositions. Il appelle les Camerounais à créer autour d'eux un monde de bisounours où tout le monde se fait des bisous pour que le Cameroun soit uni. Tout le monde s'aime. Oui, tout le monde s'aime et que le Cameroun puisse avancer. Bon, vous faites quel commentaire par rapport à cela? Non, oui. Je suis convaincu que notre compatriote ne va même pas à l'église. Parce que même à l'église, ce qu'il dit n'est pas. Une semaine avant sa mort, Jésus a dit « Soyez un ». Mais je ne sais pas s'il existe une seule église chrétienne au monde. Il me semble qu'il en existe beaucoup. Donc, c'est ça. En politique, pourquoi on dit que c'est partisan? Parce que chacun pense qu'il peut apporter de meilleur à ses concitoyens en prenant une option. Et les options ne peuvent pas être les mêmes, chers amis. Donc, pour ça, il y aura des options divergentes et différentes les unes les autres. Dans la politique, ce n'est pas pour s'embrasser. Là-bas, quand on s'embrasse, c'est pour étouffer l'autre. On s'embrasse sur la bouche. Pour compléter. Pour mieux. J'embrasse mon adversaire, c'est pour mieux l'étouffer. Voilà, le baiser du diable. Voilà, tout à fait. On comprend. On va lire quelques messages rapidement avec vous, Karine Sontia. Je rappelle, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent et c'est tout à fait impressionnant. Allez-y, Karine. Elle était où depuis? Pourquoi c'est maintenant qu'elle se prononce? Vous commencez par elle, là. Oui. Elle était où depuis? Pourquoi c'est maintenant qu'elle se prononce? On a besoin d'elle puisqu'elle n'est pas connue aux yeux des Camerounais. Un autre message, le Cameroun, pays ouvert au grand cœur du monde. Nous embrassons et accueillons tous divers pays dans le nôtre. Mais c'est ainsi que nos sœurs se font maltraiter dans ces pays que nous recevons au cœur ouvert. Chères sœurs camerounaises, mieux vaut rester dans notre pays que de partir dans les pays étrangers. Une élève du lycée de Ndorhem. Monsieur Eric Fopoussi, à Douala... Une élève, qu'est-ce qu'elle fait à la maison? Ah, nous sommes en congé. Ah, d'accord, ok. Excusez-moi, je ne savais pas que nous sommes en congé. Monsieur congé de Pâques. Oui, Charles. Dans la ville de Douala, à l'heure actuelle, il y a les Libanais, les Égyptiens, les Indiens, non, les Indiens, qui font du porte-à-porte avec les motos. Ils portent des marmites, des produits, des marmites, des macocottes, des peignes. On arrive, on toque à votre porte. Lorsque vous ouvrez, elle vous propose, j'ai le ceci, j'ai le pain, j'ai le cela. Madame, qui vous a invité chez moi, comment est-ce que vous arrivez? Vraiment, si vous ne voulez pas, moi pas parler, vraiment, elle remonte sur la moto, elle s'en va. Est-ce qu'un tel type de commerce peut être réalisé dans ces différents pays? Qu'est-ce que nos autorités laissent faire? Qu'on laisse faire dans un pays comme le Cameroun, où vous avez des gens qui viennent sonner à des barrières, vous ouvrez, vous voyez un monsieur qui vous présente, parce qu'il est égyptien, il vous présente des macocottes, il vous présente, mais vous dit, mais monsieur, respectez, allez m'attendre dans les supermarchés. D'accord, ok, je pense que on va arrêter là. On va aller tout de suite prendre Consilamine au plateau B pour nos obligations commerciales. Consilamine qui est donc en place ce matin. Le jour dit est enfin arrivé pour parler de cette grande promotion, grande campagne de promotion donc au magasin 1000 et un tapis. Alors Consilamine, bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les clients du concept Selaka qui nous accueillent ce mardi 2 avril 2019
du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. J'étais là hier pour annoncer cette grande vente spéciale qui est en fait une vente aux enchères à la Consti Lamine. Donc c'est le client qui va proposer son prix et le concept Salaka va se charger tout simplement de valider la vente, Eric. D'accord. Alors, donc, pourquoi une telle vente? Alors une telle vente tout simplement parce que le concept Salaka est un concept qui est à côté de ses clients, est un concept crédible, est un concept sérieux, est un concept qui a décidé de vendre de la qualité et rien que la qualité. Et depuis plusieurs années, les téléspectateurs d'Equinox Télévision et les auditeurs de la radio Equinox ne cessent de faire confiance au concept Salaka. Et j'ai donc décidé d'offrir à ces clients-là 2 jours de vente spéciale. Oui, 2 jours à travers lesquels ce sont les clients qui vont décider des prix au magasin 1001 tapis. Et ce matin, nous allons vous présenter l'un des articles qui est donc en vente du côté du magasin 1001 tapis. Et cette offre est valable pour tous les clients du concept Salaka, que vous soyez à Douala, à Yaoundé, à Garoua, en Gaoundéré, quelle que soit votre ville de résidence, vous êtes client du concept Salaka, vous êtes téléspectateur d'Equinox Télévision, commencez à nous appeler dès à présent, choisissez votre article, passez votre commande, donnez votre prix et le concept Salaka se chargera tout simplement de valider votre prix. C'est une grande innovation dans le monde commercial avec le concept Salaka. Et donc, quels sont les articles en vente? Il faut rappeler que tous les articles du concept Salaka que vous connaissez, ces articles qui défilent tous les jours de lundi à vendredi sur Equinox Télévision et qui sont également en présentation à la radio Equinox, sont en vente promotionnelle au magasin 1001 tapis. Donc tous les articles qui sont en vente au magasin 1001 tapis ont bel et bien reçu cette grande vente aux enchères privées. Donc le client va tout simplement se déporter dans notre magasin. Une fois qu'il est au magasin, on lui remettra un bout de papier sur lequel il y a les différents articles et les prix que vous connaissez déjà. Et sur ce papier, le client va lui-même proposer son prix. Ah ben oui, il va proposer son prix et le concept Salaka se chargera tout simplement de le valider. Et ceux qui n'ont pas le temps de venir au magasin 1001 tapis peuvent tout simplement nous appeler et nous allons faire le même jeu commercial au téléphone. Nous allons converser au téléphone. Vous allez proposer votre prix et nous nous chargerons tout simplement de le valider. Mais pour ce qui est de ce mardi matin, nous allons tout simplement prendre un exemple sur un produit parce que nous voulons joindre l'acte à la parole. Et nous allons donc parler de la poêle Red Copper. Que voici, cette poêle révolutionnaire, cette poêle qui ne colle pas, cette poêle nyanga, cette poêle stylée, elle coûte normalement 14 000 francs. Je dis bien 14 000 est le prix de promotion de cette poêle Red Copper. Elle est neuve, elle est spacieuse, mais uniquement pour aujourd'hui et demain. Tous ceux qui vont commander, tous ceux qui vont solliciter la poêle Red Copper vont tout simplement donner leur proposition de prix. Alors c'est l'occasion plus que jamais de commencer déjà à nous appeler, de passer vos commandes, de dire tout simplement, moi j'ai 10 000, moi j'ai 8 000, moi j'ai 7 000, moi j'ai 13 000 et le concept Salaka va valider votre prix. Voilà donc un exemple palpable pour ce mardi matin avec la poêle Red Copper. À côté bien sûr de la poêle Red Copper, on a également cette paire de gants. Ah ben oui, vous l'avez d'habitude à 5 000 francs, la paire de gants en silicone. Cette paire de gants de qualité supérieure qui vous permet de sécuriser vos doigts, vous l'avez à 5 000 francs. Mais le concept Salaka vous permettra pendant 2 jours de donner votre prix par téléphone ou au magasin 1001 tapis. Merci. Donc n'hésitez surtout pas et venez chez nous. C'est terminé, on va tout de suite lire quelques messages. On n'a pas beaucoup de temps, mais on va essayer de faire ce qu'on peut faire pour rendre vos messages, madame, monsieur, vous qui êtes très très nombreux à nous écrire, mais également sur la page Facebook 10-12 le Zénith, donc allez sur Facebook pour tous ceux qui réagissent. En tout cas, allez-y Karine. Un message, s'il faut bien chercher, cette fille est de nationalité américaine. Le message n'est pas signé. Quel laisse son show? Que fait-elle là-bas? Qu'elle laisse son show. Qu'elle laisse son show. Que fait-elle là-bas? Elle devrait rentrer au Cameroun et laisser le pays des Blancs et leurs barreaux. Trop d'écoles parfois dérangent. William depuis Douala. Non, moi je voudrais quand même... je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que c'est un peu nauséabond, hein. C'est un peu nauséeux, cette campagne qu'il y a contre elle. Là. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que dans son texte,
Elle dit qu'elle doit à Maurice Kamto sa décision de s'inscrire en thèse de droit alors qu'elle avait commencé une carrière en relations internationales. Elle déclare sa flamme, son admiration. Elle lui voue une admiration pas possible du tout. Je veux dire, il faut lire le texte et comprendre où elle veut arriver. Il y a beaucoup de subtilités, mais les gens malheureusement s'arrêtent au premier degré. Et c'est dommage. Allez-y Karine. Oui. Parlant de la crise anglophone, tant que le gouvernement ne se préoccupera pas et ne se posera pas les questions liées à la cause profonde de la dite crise, mais s'occupe plutôt des conséquences tout en posant les solutions fantaisistes, inadaptées, répressives, démesurées et le pansement de la plaie, les tristes événements que ces populations vivent aujourd'hui vont seulement continuer. Le message n'est pas signé. Un autre, que voulons-nous quand la quasi-totalité du pays est dans la crise sécuritaire et du nord au sud, de l'est à l'ouest, toutes les villes se vident en direction de Douala et Yaoundé. L'on ne peut que dire bienvenue l'insécurité et la grande criminalité. Oui, ça se voit avec Daido, où beaucoup d'élèves sont venus remplir les rangs et que le lycée aujourd'hui soit en surpopulation. Alors, merci beaucoup à vous d'être restés là depuis 10 heures, madame, monsieur. Emmanuel Wapi et Cédric Chouna, Sévérin Djouban pour l'équipe technique et sur ce plateau. On se retrouve demain lorsqu'il sera à 10 heures. Restez avec nous sur Equinox Télévision. Que Dieu bénisse le Cameroun.